Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de mon acolyte, rédacteur en chef d'Endurance Mag, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy et bonne année. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, meilleurs vœux, bonne année, c'est vrai. C'est notre nouvelle saison, tu sais, si on doit lister les épisodes. Là, on est en S03, E01, nouvelle saison. Oui. Exactement, ça correspond au 90e numéro de notre podcast. Et comme c'est la reprise en ce mois de janvier, après quelques petits jours de repos, eh bien c'est l'occasion de vous souhaiter toutes et tous nos meilleurs vœux de bonheur, de réussite, avec plein de projets voilà, pour 2026. Et plein de likes, évidemment, de commentaires et de réponses à des top questions. Hein. C'est ça aussi qu'on veut. Ouais. Pour ce premier numéro de l'année, en tout cas, on vous a concocté un numéro un petit peu spécial. Parce que, à la demande de plusieurs membres de notre club, on va aborder le monde des jeux vidéo. Oui, on peut citer Vincent, on peut citer Rogaral, on peut citer Florian et bien d'autres qui ont voulu que l'on parle de jeux vidéo. Et donc comme vous le savez, dans l'Endurance Club, on a l'habitude de parler d'endurance moderne, d'endurance historique. On va là parler d'endurance virtuelle. Un monde assez dynamique, un épisode spécial donc. Il nous fallait, Geoffroy, un invité spécial pour parler jeux vidéo. Et on a trouvé celui qu'il nous fallait. Bah, je pense carrément, en fait, moi j'ai plein d'anecdotes. Je pense que ça va être un épisode riche en anecdotes. Je pense que tu as aussi pas mal de connaissances et pas mal de pratiques en jeux vidéo. Mais clairement, il nous fallait une touche jeune et moderne et actuelle aussi. Parce que moi je vais avoir des anecdotes, mais en tant que quarantenaire, elles vont forcément être un peu décalées. Donc effectivement, tu as raison, on a un invité. On s'adresse à tout le monde, et non, ce n'est pas Gérard Larousse, mais on ne sera pas deux, mais trois. Il a un sacré coup de volant aussi, comme Gérard Larousse. On a l'honneur de recevoir Vince Cosa. Salut Vince. Salut Anthony, salut Geoffroy également, merci de me recevoir, c'est très gentil. C'est génial de t'avoir avec nous. Donc tu es créateur de contenu sport auto, et tu transmets ta passion en fait. Exactement, ça fait maintenant 4 ans que je partage ma passion sur Twitch, et plus spécifiquement, mais c'est que voilà, j'ai commencé à partager ma passion sur les réseaux, plus particulièrement de l'endurance, bien que j'ai débuté par la Formule 1, je l'admets, mais j'ai toujours été passionné depuis tout petit par l'endurance, et c'est les 24 heures du Mans qui m'ont vraiment façonné ma passion du sport automobile aujourd'hui. C'est un moment pour moi, c'est un peu ma grande messe, c'est le moment que je partage avec mon père depuis que je suis tout petit et ses amis, donc pour moi le Mans c'est pas seulement la course, mais c'est aussi ce moment-là avec la famille et les amis, et du coup j'essaie de retranscrire ça au travers de mon contenu sur les réseaux et sur Twitch avec ma communauté, et de partager ça au travers du sim racing. J'aimerais être pilote, mais évidemment ça coûte cher, et le sim racing me permet de pouvoir toucher à ma passion d'une manière plus accessible, et en même temps de fédérer une communauté autour de ça. C'est génial. Tu vois Geoffroy, c'est comme nous, hein. Voilà, on essaie d'être pilote, on n'y arrivera jamais quoi. Non, ouais, j'ai vite abandonné l'idée, hein, je t'avoue. Je crois que je l'avais déjà raconté, mais moi je me suis toujours vu photographe ou... Enfin, en bord de piste, quoi. J'ai rarement... Ouais, parce que je sais que c'est souvent un truc où, quand on est gamin, on a envie d'être pilote. Moi, je voulais être chauffeur de bus quand j'avais 5 ans. Et après, j'ai pas eu d'autres ambitions que ça. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est bien déjà. Et alors ce qui est bien, on va pas trahir de secret, mais tu vois, Vincent le disait, avec sa famille, il aime bien partager. Toi, c'est pareil, avec ton père, t'aimes bien partager aussi cette passion. Pas du tout. Si, ouais, non, pardon. C'est ouais, non, bah oui, c'est pas un secret. C'est mon père qui m'a mis là-dedans. Son père, déjà, l'avait aussi amené au Mans. Mes grands-parents se sont rencontrés 24 heures du Mans, donc c'est une histoire de famille, évidemment. Oh, waouh. C'est une grosse histoire de famille. Ouais, on partage ça. On partageait ça. Enfin, on a toujours partagé ça sur place, en fait. C'est vrai que mon père vient tous les ans, dans un rôle plus ou moins différent, pour travailler, pas pour travailler. Enfin voilà, mais c'est vrai qu'on a cette passion, on se partage depuis à peu près 30 ans maintenant, quoi. Je vous marie au V12. C'est pas mal. Et en plus, il prend de très belles photos. Geoffroy aussi, mais ton papa. Donc voilà, c'est top. En tout cas, dans l'Endurance Club, vous avez compris, voilà, dans cet épisode, dans ce numéro spécial, on va parler de plein de choses. On va parler d'anecdotes. On va essayer de mieux se connaître aussi, finalement. Parce que Vince, je sais que tu as une sacrée communauté. Nous, on essaie de la construire aussi, notre communauté. Bien sûr. Avec l'Endurance Club. Et on a profité, je dois dire, hein, de la hype qui est constatée un petit peu autour de Le Mans Ultimate. Et comme tu es un streamer de Le Mans Ultimate, on voulait avoir ton expertise, donc t'es prêt, hein. Je suis ready, je suis paré, je suis dans mon baquet même. Alors c'est parfait. Le sommaire de notre épisode, on va revenir un peu sur l'histoire des jeux en rapport avec les 24 heures du Mans, le circuit du Mans aussi, les courses d'endurance globalement, à travers leur présence donc dans ces jeux. Il devrait y avoir, Geoffroy, pas mal de top digressions et de top anecdotes. Hein, normalement. En fait, il va falloir me retenir, je te le dis. Ah, aïe. Bon, d'accord.
Bon, en tout cas, on vous le rappelle, il y a aussi un objectif quand même, en ce début 2026, 1000 abonnés YouTube et Road to Spiker, c'est une miniature 1/43 qu'on va offrir. Donc voilà, le hashtag Road to 1000 existe toujours, on compte sur vous pour faire grandir notre communauté, on est à un peu plus de 700, donc merci à vous toutes et tous, à chaque fois c'est un plaisir d'avoir vos messages et vos réponses aux top questions. On a concocté un petit quiz, c'est Geoffroy. Ouais, je vais tenter un petit quiz. Je vais tenter un jeu en rapport avec avec les jeux vidéo et avec les jeux vidéo de voiture. On verra. C'est peut-être un échec, mais je me suis dit on a un invité. Quand on a un invité, j'essaye de faire des trucs. Bon, avec Pierre Fillon ou André Auteur, j'avais pas tenté de jeu, mais je me dis là, on peut tenter. Et au pire, je coupe le segment, on s'en fout. Voilà, c'est ça. On coupera, on mettra un gros bip sonore pendant 20 minutes. En tout cas, Vince, t'es prévenu. Je ne connais pas non plus le jeu. Non, c'est ça. Écoute, je suis très perplexe concernant ça parce que je rappelle que je suis en 99. Ah oui. Par conséquent, je peux avoir des connaissances sur des jeux d'avant, mais je n'aurai pas forcément une expérience dessus. Tu vas voir, ça énorme. Ça va le faire. Ouais, non, ça va le faire parce que on le disait justement, il y a plusieurs générations qui sont représentées dans cet épisode et c'est top. On va aborder bien sûr le jeu Le Mans Ultimate avec notre expert, donc Vince Cosa. On aura C'est quoi ton actu aussi, mais non pas 2 mais 3 actus du coup puisqu'on est tous les 3. Et puis on aura la réponse à la top question d'avant les fêtes sur l'Asian Le Mans Series parce que oui, vous l'attendez cette réponse évidemment. J'ai posé une question, vous voulez la réponse et on aura une nouvelle top question bien sûr pour lancer l'année et pour préparer notre épisode de la semaine prochaine qui sera dédié Geoffroy à Daytona, à la preview des 24 heures de Daytona. Ça approche déjà. Ouais, parce que Daytona, au moment où sort l'épisode, là, c'est dans moins de 2 semaines, donc c'est le premier gros événement de l'année, évidemment, et avec plein d'enjeux, on aura le temps de les détailler, mais le seul championnat dans lequel Porsche va rouler en hypercar, donc ça va être intéressant. Et t'as un Porschiste là avec nous. Ouais, je suis profondément en dépression du départ de Porsche du WEC, mais plus qu'heureux de savoir que Kevin va pouvoir rouler en IMSA et également affronter Max Verstappen au Nürburgring. C'est vrai que c'est dingue. Kevin Estre qui a été d'ailleurs notre pilote de l'année 2024, parce qu'on fait des étoiles de l'endurance chaque année, et d'ailleurs l'épisode est toujours à retrouver. Il n'a pas eu le loisir d'être le meilleur pilote 2025 selon nous, même s'il a été exceptionnel, mais meilleur pilote 2024, donc à chaque fois il est dans le top 3 de toute façon. Pour moi c'est meilleur pilote dans mon cœur. Ah, voilà. Kevin Estre, effectivement. Si tu nous écoutes, je sais qu'il aime bien les podcasts en plus. Bon, il écoute pas encore l'Endurance Club, mais on va peut-être lui faire découvrir. Lui faire découvrir, exactement. Bon, on commence par l'histoire donc du Mans dans les jeux vidéo. Est-ce que vous savez, messieurs, je vous pose tout de suite une question, depuis combien d'années on parle des 24 heures du Mans dans le monde global des jeux vidéo, que ce soit sur console ou autre? Est-ce que vous avez une petite idée tous les deux? Je dirais années 70, quelque chose comme ça, je pense. Geoffroy? Je pense que un des premiers jeux dans lequel il y a le Mans, ça doit être un jeu qui s'appelle WEC, genre 86, 87, ou peut-être même avant, mais genre borne d'arcade ou un truc comme ça. Ouais, c'est borne d'arcade, vous avez tous les deux raison, c'est incroyable, je pensais pas que tu l'aurais, Vince. Ah ouais 76. Ah putain, par contre, là, les années, je l'avais pas. Ah ouais, 76, c'est sur une borne d'arcade Atari, et c'était le premier jeu vidéo consacré aux 24 heures du Mans. Alors, les réalismes étaient un petit peu moins importants que maintenant, mais en tout cas, on était un pilote virtuel à l'époque, et je suis retombé sur des images carrément de la borne d'arcade, où t'avais en fait un circuit de course vu du dessus. Le joueur contrôlait déjà avec un volant. C'est-à-dire que t'avais un volant sur la borne d'arcade, et t'avais des pédales. Ah, c'est génial. Donc t'étais debout, et t'avais accélérateur frein, incroyable, vu du dessus, un petit peu comme GTA à l'époque. Ah ben il y a 50 ans, c'est un truc de fou. Donc t'avais finalement un levier de vitesse 4 positions, et l'objectif c'était de conduire dans un temps limité, tu sais, les bornes d'arcade quoi, sur une série de circuits qui, dès que tu finissais un tour, changeaient. Donc en fait c'était assez dingue, c'est des graphismes comme Pong, c'est pas non plus... Bonne idée ça en vrai par contre, bonne idée, quand tu finis un tour, le tracé évolue, ça c'est énorme je trouve. Ouais, et c'était en plus des circuits qui étaient censés rappeler en tout cas, donc t'avais Le Mans, le Nürburgring, Sebring, Laguna Seca, Silverstone et Daytona, et puis t'avais 4 circuits mystères, et pour faire les 24 heures, fallait que tu remettes des pièces. Ah oui, évidemment. Bah oui. Et ça, donc, c'est un truc full Jap, non? C'est un jeu japonais. Tu crois pas si bien dire, au Japon, le jeu a fait un carton, parce que c'est Atari donc il l'a développé. Il termine 6e meilleur jeu de l'année en 77 et 3e jeu le plus rentable des jeux de borne d'arcade. Mais c'est un jeu qui a été récompensé aussi aux États-Unis, 4e meilleur jeu d'arcade en 77 et parmi les 35 meilleurs jeux d'arcade, et pourtant il y en avait à l'époque.
Incroyable. Ouais, j'avais dit les années 70 parce que pour moi, c'est un peu le moment où Le Mans prend aussi un âge d'or et se démocratise. Enfin, pour moi, dans la manière dont je l'ai vu après ma naissance, évidemment. Mais je pense au film Le Mans de Steve McQueen, à l'arrivée de Porsche, etc. Enfin, l'après Ford également. Donc, j'aurais dit ces années-là parce que ça me paraît être la grande période du Mans de ce moment-là, quoi. Alors, je suis d'accord avec toi sur la période, mais tu vois, Geoffroy, j'aurais pas pensé qu'il y ait des jeux vidéo, même des bandes d'arcade qui existaient en 70, quoi. Ah ouais, non, moi non plus, c'est pour ça que je te disais années 80, j'étais loin de... Ok, bah non, mais intéressant. C'est quoi le premier jeu qui a d'ailleurs on va avoir une plombe, si tu nous fais tout l'historique des jeux jusqu'à... Ah oui, je suis parti là. Ça va être... Oh putain, ok. Bah vous avez 24 heures, non? Évidemment. Non, c'est quoi le premier jeu? Parce qu'on va ponctuer d'anecdotes, hein, évidemment, sur cet épisode. Le premier jeu que vous avez essayé, Vince, c'est quoi le premier jeu auquel tu te souviens? Est-ce que c'était un jeu de Formule 1? Est-ce que c'était un jeu sur PC, sur console? Moi, je me souviens, je jouais déjà sur PC quand j'étais petit, donc c'était début des années 2000, et je jouais à Tokar Race Driver. Ah, pas mal. Putain, ouais, bien sûr. Et en particulier le 2, Tokar Race Driver 2, et il y avait une cinématique au début avec une NASCAR qui se retourne. Ils avaient essayé de créer une histoire avec le père qui meurt et du coup t'es le fils qui veut faire de la compétition. Ryan McCain. Exactement. Et j'adorais cette cinématique. Pour l'époque, je la trouvais incroyable. Et ouais, j'avais poncé Tokar Race Driver 2 avec l'Alfa Romeo, je me souviens, dessus. Et je jouais, je crois que je jouais manette ou... À Dijon ouais, Brands Hatch. Je jouais énormément Brands Hatch, je me souviens. La version courte, je jouais énormément. Et après, je jouais beaucoup aussi aux jeux de rallye type Colin McRae. Ah, pas mal. Avec la Ford Fiesta. Je jouais énormément à ça. Et sinon, un jeu qui a vraiment marqué pour moi l'âge d'or, on va dire, du jeu de voiture, ça reste Need for Speed. On est loin du Mans et de la simulation, mais Need for Speed avec les copains. Je jouais à Carbone, c'est vraiment Carbone qui a créé ça. Avec le tuning et tout ça, quoi. Exactement, avec tout l'aspect tuning, le côté évidemment street racing, etc., qui était incroyable. Mais je trouve que ce sont des jeux qui ont, bon, certes graphiquement, on sent la différence, mais il y a toujours une dynamique qui marche bien dans ces jeux-là. Et je jouais à l'époque, non pas volant, mais ça, je jouais clavier. Uniquement clavier avec les flèches. Tu sais que j'ai envie de restreamer et de faire des lives. Je veux voir ça. Ah bah oui. Je veux voir ça. J'étais un expert, attention, j'étais un expert des jeux sur clavier. Et dis-toi, Tokar Race Driver, je jouais déjà avec un volant, mais c'était les volants sans retour de force. Ouais, c'était les volants juste à retour élastique à l'intérieur. Et je crois, j'ai un souvenir de jouer avec un volant sans pédalier, c'est-à-dire que j'appuyais sur les boutons A et B pour accélérer, freiner, et je tournais le volant. Et pas dégueu en vrai, pas dégueu en vrai. Ouais, ah bah, on faisait avec ce qu'on avait à l'époque, etc. Et je partageais ça avec mon père et tout. Et c'est comme ça que ouais, j'ai adoré ça. Mais non, je jouais très peu à des jeux de Formule 1, tu vois. C'était vraiment Rally et Tokar Race Driver qui ont vraiment façonné ça. Ah, incroyable. Et toi, alors, Geoffroy, c'était quand? Parce qu'on attend une anecdote sur Dreamcast. Déjà, je te le dis, il y en aura. Alors, je vais essayer de la faire courte. Mais moi, évidemment, bon, les premiers jeux, c'est Super NES, mais il y avait Super Mario Kart, je sais pas si ça compte en jeu de voiture, mais non, il y avait un jeu de Nigel Mansell. Ah ouais. Je m'en souviens de jouer Nigel Mansell. Il était chez Newman Haas, non, un truc comme ça. Ouais, tout à fait. 93, 14. Ça tournait en rond, c'était de l'IndyCar, mais je me souviens de jouer à ça. Et il y avait un peu de stratégie, tu vois, la gestion de l'essence, les pneus, les arrêts, tout ça. Enfin, donc je me souviens que c'était chaud à gérer. Et déjà, ça t'intéressait peut-être la stratégie? Non. Ah, non, en fait, après, alors non, mais l'autre truc, alors les anecdotes, dans l'ordre, j'essaie de faire, mais je me souviens de la première fois que j'ai joué avec un volant, Disneyland Paris, il y a une borne d'arcade 24 heures du Mans. Et le jeu est vraiment plutôt bien fait, avec les bagnoles de la saison 96. Mais de mémoire, je lâche la borne, j'entame les inaudières et je lâche la borne. Mon père il fait mais qu'est-ce que tu fais? Je fais non mais c'est mal fait. Il y a une grande roue dans les inaudières. Enfin c'est éclaté. Ça me plaisait pas. Tu sais c'était un truc développé par Sega je pense. Ça me plaisait pas du tout. Mais je pense que c'est la première fois que j'ai joué avec un volant. Et après classique pour un quarantenaire mais le jour où Gran Turismo est sorti je pense que j'ai arrêté de voir le jour quoi. Attends lequel? Gran Turismo 1 ou 3? Gran Turismo 1 ouais en fait. Ah bon? J'avais un pote qui avait Gran Turismo. Il me fait jouer. Je scotche carrément. Je dis à mon père, viens voir, il y a un truc dans la chambre de Seb. Il prend la manette, il fait 2 tours, il fait. Ok. Le lendemain, on a acheté une PlayStation, quoi.
Donc ça a commencé comme ça, Gran Turismo 1, 2, Colin McRae 1, Colin McRae Rally 2, je les ai poncés, mais tellement le 3 aussi. Voilà, ça a évolué comme ça, et après, j'ai beaucoup joué période quand j'avais 15 piges, quoi. Les meufs, ça marchait pas, donc je faisais le jeu vidéo. Donc, j'ai eu le même problème. 98, 99, 2000, putain, je pense que j'ai passé mes étés mais devant une télé, quoi. PlayStation à fond. Dreamcast, et donc comme tu disais, en fait, j'ai fait les 24 heures du Mans sur Dreamcast en 24 heures, quoi. C'est énorme. Tu nous le rediras tout à l'heure, parce que je vais parler du jeu, justement. Mais voilà, en fait, les premiers jeux, c'est ça, quoi. Les premiers jeux, c'est vraiment... La Play a été un révélateur dingue. Et après, j'ai eu, bien sûr, du PC, mais je pense qu'on va en parler. Bien sûr. Avec du bon gros G25, tout ça, bien sûr. Ouais, excellent. Tu vois, moi, j'ai commencé par des jeux sur la F1. T'as commencé sur la F1 ? Mais ouais, sur jeu Mega Drive. Ouais. C'était, comment ça s'appelait d'ailleurs, F1, je crois, tout simplement. Ok. Ouais, à l'époque, c'était ça. Ouais, Box, c'est ça. F1, soccer. C'était pas trop original, quoi. Et franchement, c'était bien. Je me souviens quand même que quand tu te foirais sur le virage, tu t'arrêtais, bam, directement dans la barrière polystyrène. Et puis ça te remettait sur la piste. Très réaliste, tu sais, la barrière polystyrène qui reste, bam, intact. Ah ouais, intacte. Et puis ça t'arrête direct, quoi, net. Après, j'ai beaucoup joué à Grand Prix. Grand Prix 1, Grand Prix 2, Grand Prix 3. Enfin, ouais, putain, carrément. Mais alors moi je suis passé à côté complet de Gran Turismo 1 et 2. Pour moi c'était pas réaliste en termes d'image parce que j'avais l'habitude de jouer sur Grand Prix sur PC. Ok. Ouais. Et donc en fait c'était beaucoup la F1 moi qui m'intéressait. Donc t'as pas vu Gran Turismo comme une révolution quand c'est arrivé ? Mais Gran Turismo 3. Ok. PlayStation 2. Mais parce qu'il était beau, parce que ça donnait envie, tu vois. Alors que pourtant, moi, je ponçais les jeux sur PC, j'allais sur des... Tu sais, il y avait des PC en libre accès, ça paraît dingue aujourd'hui, mais il y avait des PC en libre accès, genre dans les Auchan, les Carrefour, machin. Oui, moi, sur je pensais, ouais, exactement, je pensais Grand Prix, les jeux NASCAR et tout ça, mais quand Gran Turismo est arrivé, en fait, la dynamique de conduite, le fait d'avoir tout, de contrôler à la main, et surtout En fait, tu sens... déjà, t'as les vibrations, mais même sans les vibrations, tu sens le mouvement de la caisse. Je trouvais qu'il y avait un truc vraiment de dingue comparé à un PC. Je veux dire, un PC sans volant, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, Gran Turismo, même s'il était plein de défauts, les voitures, elles se déforment pas, machin, etc. Moi, j'ai beaucoup plus kiffé Toka... Alors, pas Toka Race Driver, mais Toka, tout court, le premier, quoi. Toka mais moi 1 aussi. Et Toka 2. Et ça, c'était ouf, parce que là, vraiment, ça, j'y ai passé des heures. Ah mais moi aussi, tu vois, mais là sur PC, et ça vraiment, je trouvais que c'était top, tu vois, Toka, parce que je regardais le BTCC à l'époque et que ça me faisait rêver. Après, j'ai pas mal poncé aussi Grand Prix Légende, mais bon, au clavier avec les flèches, là, c'était chaud. Mon meilleur résultat, 4ème, je crois. Mais ah ouais, mais là, je me suis... Mais meilleur résultat, alors que je l'ai poncé, le truc. Mais par contre, j'ai appris le Nürburgring, tu vois, petite anecdote, sur ce jeu. Ok, incroyable. C'est pas aussi, non ? C'était dur. Il y avait Spa 14 km. C'est un tracé avec Burnanville et tout, bah bien sûr. C'était génial. Mais lui, j'ai mis moins de temps à l'apprendre que le Nürburgring. Tu parles avec le Grand Prix Légende, je me foirais au virage 2, je recommençais. Au virage 3, je recommençais. Tu pouvais pas, t'avais la caisse qui était cassée, quoi. Fail in retry. Ah ouais, donc là, franchement, c'était dur. Je l'ai appris un peu style borne d'arcade, quoi, tu vois. Et après, j'ai découvert les jeux un peu plus réalistes comme GTR. Ça, c'était vraiment top. Ah ouais, ok. Incroyable. C'était un peu l'ancêtre de Assetto Corsa, pour moi, je trouve. Ouais, GTR. je vois. Et t'avais GTR, GTR2, c'était incroyable. Dans l'affiliation, GTR est l'ancêtre de Project Racing, je sais pas quoi, le nouveau truc qu'ils ont sorti là. Oui. Project Motor Racing. Ouais. Et ben on en parlera justement. Mais qui fait un petit peu flop, mais ouais. Oui, qui est pas encore sorti. Ah si, il est sorti Project Motor Racing. Ah si, c'est lui qui est sorti. Attends, il y en a un qui va sortir en 2026 là. Non, c'est Yann Bell. Endurance Racing, je sais plus. On en parlera en tout cas. Ok. Bon, bah voilà, en tout cas, on a déjà des petites anecdotes, top anecdote, top digression. Et on va parler, rapide, de jeux qui ont mis en scène le circuit des 24 heures sans être finalement un jeu qui était dédié à l'endurance. Moi, j'ai 2 exemples. Il y a Pit Stop 2, développé par Epix. En fait, il y avait le circuit du Mans, il y a le circuit d'Albi et le circuit de Monaco. C'était dans les années 90. C'est énorme quand même. C'est le Saint Graal. Non mais circuit d'Albi dans un jeu 90. C'est le Saint Graal, c'est la Sainte Trinité. Putain là. C'était sur Commodore 64. Oh putain, ouais, non, d'accord. Bon, jeu de F1. Et il y avait aussi, alors t'as parlé de Nigel Mansell tout à l'heure, Geoffroy, il y avait le jeu Mario Andretti Racing Challenge. Ouais, mais ils ont tous eu. Il y a aussi un Jacques Villeneuve, je sais pas quoi, sur PlayStation. Enfin, il y a des jeux improbables. Parce que moi, sur Grand Prix, c'était John Newhouse. C'était pas Jacques Villeneuve, il n'avait pas donné son autorisation. Mais Jacques Villeneuve avait la licence. Si, ils avaient toutes les licences Grand Prix, sauf John Newhouse, qui était sur la voiture, la Williams rouge numéro 1. Ok. Saison 98. La Newhouse.
Oui. Non, mais par contre, il a fait un jeu à son nom, mais je l'ai, faudra que je le retrouve tout à l'heure, mais je l'ai dans Et je crois que c'était pour ça justement qu'il n'y avait pas le nom. Ah, peut-être. J'avais entendu ça. Parce qu'il y avait tout le monde. Il y avait une Sarah Frenzen, moi je Bien prenais sûr. Schumacher, je prenais. Mais je tout crois le monde. qu'il avait refusé de donner, de mettre son nom dans le jeu parce que justement, Il avait un jeu à lui, quoi. ouais, il prêtait déjà son nom pour un jeu Ok. et du coup au niveau Le des boulard. ayants droit, c'est problématique ou je sais pas quoi et lui-même Incroyable. il a pas voulu. Il y a un délire comme ça. Bon, peut-être. Alors, donc, du coup, il y avait Mario Andretti aussi qui a eu son jeu, donc développé par Distinctive Software, et c'était sur PC, IBM à l'époque, en 91. Et il y avait des circuits disponibles qui retraçaient un peu la carrière de Mario Andretti. Donc Albi. Daytona, Laguna Seca, Albi, non je rigole, Monaco, Silverstone, Détroit, Hockenheim, et donc Le Mans. Incroyable. Donc ça, c'était les prémices. Et puis, quelques années avant, Geoffroy en parlait, 86, le jeu WEC, vraiment officiel. Ah, c'est celui-là. WEC Le Mans 86 qui existait, donc ouais, t'en as parlé, sur borne d'arcade. Et il y avait 3 sections de jeu, et en fait, ça évoluait selon l'heure du jour et de la nuit. Ah, il y avait déjà une évolution du temps dans le jeu. Incroyable. Incroyable. Mais attends, mais WEC, il y avait déjà la dénomination WEC à ce moment-là. C'est ça qui en m'a fait, surpris. Ah bah non, non, bah non, en fait, le championnat, oh là là, top digression. Le championnat du monde s'est arrêté en 92, dernièrement chez Manicourt en octobre 92, mais avant, il y avait un championnat du monde. Alors en fait, il a eu plein d'appellations. C'était Il y a eu le WSC. championnat du monde des... Ouais, il y a eu le World Sports Car Championship, WSC, mais il y a eu le Ouais. World Endurance Championship. En fait, il y a eu plusieurs noms. Ok. Championnat du monde des marques, championnat du monde des constructeurs, championnat du monde d'endurance, mais il y a eu plusieurs noms. Ouais. On fera un épisode spécial aussi, comme sur le Japan Wow. All Ouais. Challenge. Ouais. Non? Si, non, mais ça fait, c'est les épisodes, tu sais, c'est les marronniers. VTech différentiels, quoi. C'est les trucs, on les promet, mais on les fait jamais, quoi. Mais il faudrait les faire. Non, c'est vrai, il faudrait les faire. On va les faire. Le peuple le réclame. Écrivez sur les commentaires YouTube si vous voulez justement avoir des épisodes comme ça. Et puis écrivez aussi sur les plateformes de podcast. Ça y est, j'ai accès, Geoffroy, incroyable, aux commentaires sur Spotify et sur Deezer. Mais oui. Bah oui, je sais, ça fait 1 an, mais moi j'avais pas accès, donc voilà, merci à tous les internautes et les membres du club d'avoir partagé un petit peu. Donc voilà, les étoiles et tout le reste, enfin bon bref, vous connaissez. WEC 86, en fait c'était un jeu donc basé sur une expérience quand même de simulation, même si on est sur une borne d'arcade, ça fait un peu bizarre de dire ça. Il y avait 3 types de bornes, il y avait notamment la borne mini spin, donc le conducteur était assis dans un petit cockpit, et la grande spin c'était une version qui faisait tourner le joueur à, je vais pas dire 360, mais pas loin. Tu passes un virage, t'avais ton baquet qui tournait vers la droite si tu tournais à gauche. C'est énorme. C'est incroyable, on avait déjà des baquets de simulation dynamique. Ouais, et puis en plus c'était pas trop cher, parce que tu vois, t'avais l'avant de la machine qui ressemblait à une voiture du groupe C, c'était 7000 pounds, équivalent à 24 200 euros. Ah oui. Bon, aujourd'hui, Ça, je pense qu'il y en a... 24 000 euros, tu peux avoir un simu dynamique qui te fait un peu plus de choses. C'est ouf. Hein. Il doit y en Ouais, avoir. mais on est en 86. Il doit y en avoir qui dorment dans des granges au Japon, des trucs comme ça, mais. C'est clair. Ça c'est sûr. Enfin, des bornes comme ça, incroyables. Il y a des mecs en France qui collectionnent ça ou qui en restaurent. C'est un vrai business, mais il doit y avoir des trucs collecteurs de dingue comme ça au Japon. Mais ça devait être sympa. Alors après, évidemment que le graphisme n'était pas beau, mais tu devais avoir un sacré sensation. Déjà pour l'époque, ça sentiment. devait être quelque chose à vivre. Ouais. Bah ouais. Tu Ça, vois, ça devait être dingue. Mais bon, quand j'ai vu ça, t'as 24 000 balles pour une borne comme ça. Bon, en tout cas, ça a été élu la meilleure borne d'arcade dès sa je veux bien sortie. le croire. J'ai vu, il y a un magazine espagnol qui notait. Et donc c'était originalité 30%, bon, graphisme 70%, putain ils ont fumé, mouvement 80%, addiction 80%, j'adore. Incroyable. Donc voilà, bon, il y avait ces plusieurs jeux, donc il y avait vraiment WEC Le C'était Mans les 86 prémices. et Le Mans 76. Et ensuite on arrive, d'après mes calculs, hein, sur un jeu avec la licence officielle, et c'est le premier, d'après ce que je comprends, et c'est le fameux jeu en 2000, sorti sur Dreamcast, dont tu nous as parlé, Geoffroy. Non, alors non, je pense pas. Il y a le jeu PlayStation qui est sorti avant. T'es sûr de ça? Ouais, quasiment, ouais. Parce que lui est sorti en 2000 sur la Dreamcast. Ouais, mais le jeu sur la Play a dû sortir avant. Je pense... Putain, ça doit être 2000 aussi, alors. Mais ils avaient rien à voir, les jeux. Enfin, je sais pas si tu... Parce qu'il y a eu... Les jeux officiels 24 heures du Mans, il y a eu un jeu sur PlayStation 1, ouais. un jeu sur PlayStation 2, et un jeu sur Dreamcast. Le jeu entre la Dreamcast et la Play 2 est assez proche graphiquement, mais c'est pas vraiment les mêmes en termes de gameplay, quoi. Il y a quand même des différences notables. Et par contre, le jeu de PlayStation 1 est juste éclaté. Enfin, pardon, mais là,
Et c'était vraiment le jeu avec la licence ? Ouais, c'était un jeu officiel, mais je te montrerai. En fait, alors, ça, tu sais, à l'époque, pour se renseigner... Putain, là, Vince, il va halluciner. À l'époque, pour te renseigner, enfin, tu devines, mais pour se renseigner sur les jeux vidéo, évidemment, les magazines, quoi, donc jeux vidéo magazine, Joypad, machin. Et là, ils disent, le jeu des 24 heures du Mans, les gars, c'est le nouveau Gran Turismo, quoi. Ça va être une révolution. En gros, oubliez tout ce que vous connaissez. Là, c'est un jeu officiel, ça va être dingue. Et le jeu est sorti. Je me souviens de gentiment donner, ma mère, de donner 349 francs. Et on est revenu avec un jeu, mais éclaté. Le tour, tu le fais en 1 minute 30, je crois. Oula. Les graphismes sont nazes. Et alors qu'à l'époque, en face, t'avais Gran Turismo qui, même si aujourd'hui, avec notre regard, 25 ans plus tard, est forcément dépassé, mais qui était dingue. Enfin, la révolution graphique, tout ce qu'on a évoqué, c'était fou. Le jeu des 24 heures du Mans, il y a rien. C'est-à-dire, il y a vraiment rien. T'as une jauge, tu peux gérer la puissance. Donc, si tu mets plus de puissance, à un moment, tu pètes ton moteur. C'était nul, il y avait aucune stratégie. Et ouais, c'était pas laser scanné. Hein. C'est 1 minute 30, je crois, le tour, à peu près. Ah ouais, bien. Vraiment tu prends des raccourcis. Tu tournes au niveau de l'hippodrome et t'arrives directement au raccordement. Fou. Et après, ils ont fait la version Dreamcast et PlayStation 2, où là, pour le coup, la version Dreamcast était incroyable. Parce que il paraît. La Dreamcast manquait cruellement de jeu. C'est un des éléments qui l'a tué, c'est que ça manquait de jeu. Évidemment, Soul Calibur, Shenmue, j'en ai pas en tête. Il y a plein de jeux qui sont cultes. Sonic, ouais. Mais en fait, quand même. Ça manquait de grosses licences. À l'époque, il y avait une vraie guerre de licences. T'avais très peu de jeux. C'est toujours le cas aujourd'hui, bien sûr, entre Sony et Microsoft, mais t'avais vraiment peu de jeux qui étaient cross-platform. Donc t'avais pas de FIFA sur les Dreamcast. Enfin voilà, c'était très, très très chiant. Et le jeu 24 heures du Mans, mais vraiment juste... C'était le jeu de bagnole de la Dreamcast, quoi. Ouais, mais attends. Donc là, moi, je rebondis. 40 voitures disponibles, donc t'en avais 8 de base, quoi. Mais ensuite, tu pouvais les débloquer. Et t'avais surtout des jeux très réalistes. Alors, t'avais Le Mans, t'avais Suzuka en 3 versions, t'avais Donington. Et d'après ce que j'ai vu, parce que en fait, Geoffroy m'en parle souvent, mais je ne le connaissais pas, moi, ce jeu. Et j'ai regardé du gameplay. Et il y avait énormément de détails, plusieurs vues disponibles. Donc, t'avais la vue ras du sol, t'avais la vue capot, t'avais 2 vues extérieures. Bon, il n'y avait pas de gestion des dégâts. Mais en tout cas, c'était un super jeu. Et là, Geoffroy nous montre la pochette carrément. À l'image, à l'écran. Non, mais ça donne envie d'essayer. Je l'ai en version française, je l'ai en version japonaise. Parce qu'en fait, tu sais, tous les jeux Dreamcast sortaient aussi en version Jap avec des boîtiers orange. Donc j'ai tout ça. C'est des trucs, c'est vraiment des beaux objets, hein, enfin pour le coup. Mon jeu tout à l'heure va porter sur les jeux avec des jaquettes. Donc je fais un petit teasing. Mais ouais, il y a encore le sticker Dog Games où je l'ai acheté. Mais j'avais pas la Dreamcast. Hein. Je l'ai acheté alors que j'avais pas la Dreamcast. Ah oui, c'est vraiment pour de la collection. ouais. Mais non, incroyable, ce jeu vraiment très 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 fort. Je l'ai eu sur PC aussi. Et vraiment, la version Dreamcast est excellente parce que ça exploite vraiment le potentiel de la console, à savoir, à l'époque, une vraie supériorité en termes de graphisme. Donc, les jeux de lumière, les effets, la transition jour-nuit, là, on y est à fond. Après, t'as aucune dégradation de la piste. Hein, donc, les joueurs les plus jeunes ou ceux qui sont addicts à LMU, par exemple, là, à l'époque, le grip n'évolue pas sur 24 heures. C'est-à-dire que c'est vraiment... C'est toujours la même chose. Qu'il fasse jour ou nuit, tu fais les mêmes temps. Et moi, je me souviens donc de faire 24 heures avec l'Audi R8C dans ma tête ou une GT1, je sais plus, mais je crois que R8C, tu nous as dit. Hein. Ouais, attends, les souvenirs sont lointains. Mais en tout cas, j'avais embrigadé 2 potes avec moi et je leur dis, voilà, moi j'étais déjà évidemment branché Le Mans. Et on est vraiment sur la pleine période, on vient de sortir du Mans 99, c'est les voitures du Mans 99 dedans, enfin, moi je suis au taquet. Et donc je les embrigade là-dedans. Je pense qu'à 2, ils ont dû faire 4-5 heures et j'ai fait le reste, quoi. C'est énorme, déjà. Ouais, mais vraiment, on l'a fait en 24 heures. C'est génial. Juste, on mettait la console en pause. Je crois qu'il y avait un mode... Tu pouvais mettre pause, mais de toute façon, il n'y avait pas vraiment de sauvegarde, ou alors tu pouvais sauvegarder au stand, je crois. Je sais plus comment ça marchait. Mais on l'a fait en 24 heures, quoi. Waouh. Parce que justement, j'allais rebondir. En fait, le jeu a une durée de vie super longue parce qu'il faut faire les 24 heures si tu veux finir le jeu, quoi, entre guillemets. Et avoir la 905. Les 24 heures. Ouais, et avoir la 905. Je crois que c'est la seule manière d'avoir la 905 ou une autre voiture dans le jeu. Ouais. C'est une belle récompense pour avoir fait 24 heures. C'est pas mal, en Parce vrai. que la 905, quand même... maintenant, je peux te dire en connaissance de cause, vu que j'ai participé aux 24 heures Téléthon, qu'une course de 24 heures, c'est physique. Hein. D'autant plus quand je suppose à la manette... les pouces, t'es éclaté. Surtout la manette de Dreamcast, je sais pas si tu vois la gueule qu'elle a, mais elle est Bien horrible. sûr. Ouais. C'est la moins ergonomique du monde, quoi. Il y a les manettes Big Ben et il y a la manette Dreamcast, quoi. Ouais, donc je pense qu'à la fin, tu devais avoir de sacrés crampes. Hein. Ah ouais, c'était horrible.
Mais tu l'as fait, quoi. Voilà. Donc on voulait l'anecdote. Voilà, Rogaral va être super content parce que ça fait, je pense, 6 mois qu'on attend l'anecdote de, de Geoffroy. Quand même. Ah, mais vraiment, super jeu. Et j'ai découvert un peu par hasard aussi. Enfin, en fait, si tu veux, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, ça paraît fou, mais j'étais vraiment déjà tatoué 24 heures du Mans. Mais le truc, j'ai appris que ça sortait parce que j'allais chez un copain de copain qui avait ça, quoi. Mais en fait, si tu tombes pas sur le magazine qui en parle, à l'époque, il y avait pas de... Les jeux vidéo étaient vraiment pas du tout développés dans la culture populaire, donc tu pouvais complètement passer à côté d'un truc. Fallait que t'aies des gens, des potes à toi qui aillent dans le magasin, qui entendent parler d'un jeu qui sort. Enfin, c'était beaucoup moins mainstream qu'aujourd'hui, où maintenant, il y a ne serait-ce qu'une idée, une version pré-bêta, alpha, t'es déjà au courant. À l'époque, des jeux sortaient, tu les découvrais en rayonnage quasiment, quoi. Déjà, il y avait ça, et puis les jeux de voiture Bien n'étaient sûr. pas vraiment mis en Aussi, valeur. Je crois que aussi. c'est Gran Turismo qui a aidé, Oui, en fait. ouais. Ah Je ouais, Gran pense, hein. Turismo a été la révolution de rendre accessible le... En fait, tu sens qu'il y a tellement une dose de passion dans ce qu'ils ont fait avec Gran Turismo, que c'est pour ça que c'est devenu un jeu iconique. C'est pas simplement un jeu de bagnole, tu sens que c'est une espèce de déclaration d'amour à l'automobile, quoi. Donc ça en a fait un jeu C'est vrai. générationnel. Ce qui était dingue avec Gran Turismo, c'était comme tu dis, toute la dévotion et la passion qu'ils ont mis surtout dans la fabrication du jeu, pour vraiment que derrière l'utilisateur et le joueur puissent ressentir presque d'une certaine manière ce qu'il pourrait ressentir s'il conduisait la voiture. Donc le fait déjà pour l'époque d'avoir capté toute l'ambiance sonore de chacune des voitures présentes dans le jeu, et par conséquent d'avoir les droits des constructeurs de faire ça, de récupérer les sonorités de voiture, de le réimplanter dans le jeu pour que tu aies au bon régime la bonne sonorité et que si tu roules avec la voiture, tu puisses réentendre ça comme si tu étais dans le jeu, c'était déjà énorme pour l'époque. C'est clair. Et ils ont réinventé en fait la formule de ce qu'est un jeu de voiture, et puis c'est là où ils ont vraiment mis en place ce slogan de simulation, et en même temps à raison, parce que d'implanter tout ça pour l'époque, au-delà de la question de la physique du jeu, c'était déjà énorme en fait comme prouesse technique de remettre tout ça, de réinjecter tout ça dans un jeu, parce que du coup tu convoques l'émotion, tu convoques vraiment l'émotion chez le joueur qui peut rouler littéralement cette même voiture. Et d'autant plus, je dirais, quand on parle du Nürburgring, tu vois, ça a souvent Bien sûr. été Gran Turismo, Nürburgring, quoi, qui ont été associés, parce que je me souviens que c'était vraiment un truc de fou d'avoir ce circuit qui était vraiment laser scanné et qui arrivait dans ce jeu. Et Gran Turismo 4 voit aussi l'arrivée du Mans. Et Oui, tu vois, c'est vrai. Il était pas avant dans les autres circuits. Non. Enfin dans les autres jeux, pardon. Donc, parce que je pense que ça coûtait aussi un peu. Hein. J'ai une anecdote encore, vous en voulez une autre ou pas? Allez, vas-y. Gran Turismo 4 qui sort, et on est chez les copains. Et en fait, Gran Turismo 4, c'est quoi? C'est Play 2? Ouais, c'est ça. Et on est chez les copains, et moi j'ai pas la Play 2, mais chez le pote chez qui on est, sa copine lui a acheté Gran Turismo 4. Il vient de sortir là, je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est sorti mercredi, on est le samedi soir. Il a pas le droit d'y jouer parce que son anniversaire c'est le dimanche, donc elle lui offre en gros demain, tu vois. Et nous on fait une soirée, je dis putain c'est quand même con. Elle fait non, elle veut l'offrir demain. Je dis putain en plus il y a Le Mans dedans. Bah oui c'est vrai que t'es fan des 24. Je dis ouais et tout. Ok, et là elle dit ok on peut faire un truc si vous voulez. On l'ouvre maintenant, mais il y a que Geoffroy qui joue. Au 24 heures. Tu vois la frustration du pote quoi. Donc j'ai fait ça. Alors je sais même pas si j'ai vraiment roulé parce que je suis pas sûr qu'il soit accessible direct. Ou alors s'il doit y être dans le mode arcade ou un truc comme ça. Je crois qu'ils avaient ressuscité le mode arcade. Là allez vérifier. Oui, il y avait arcade et simulateur. Ouais, si. Ouais, si peut-être mais en tout cas je me souviens de ce truc là genre parce que mon pote Eric il était là genre putain vas-y on peut pas l'ouvrir, on fait une soirée entre potes là, vas-y tu vois bien l'ambiance, on vient de manger, vas-y on a un coup de play quoi. Elle fait ok mais par contre il y a que Geoffroy qui joue. Oh punaise. C'est bon, t'as débloqué le pass, tu sais, c'est genre t'es fan des 24 heures, c'est bon, t'as le droit de jouer. Ah c'était ça. C'était bien. Après j'ai pas tant joué que ça à Gran Turismo 4 parce que j'avais pas la Play 2 à l'époque. Je l'ai acheté beaucoup plus tard. Mais donc j'ai pas tant joué que ça et oui, il était bien fait dans Gran Turismo 4, le circuit pour le coup. Très très bien fait. Mais bon, moi j'ai toujours retrouvé l'atmosphère des Gran Turismo un peu vide, tu vois, triste. Ça manque, il y a rien de dynamique autour de la piste, quoi. C'est pas des rallyes ou c'est pas, tu vois.
Ouais, Bien mais sûr. attends, moi franchement, je me souviens, tu vois, comme toi pour la Dreamcast, là où t'as acheté la Dreamcast pour jouer au jeu, moi j'ai acheté la Play 2 pour jouer à Gran Turismo 3, quoi. Parce que Ouais, j'ai tellement ouais. poncé, je me souviens qu'il y avait le duel entre les Viper Oreca rouges et blanches Ah, les Corvettes, bien et sûr. les Bien sûr. Corvettes jaunes et Ah blanches. ouais, C'est là ah où ouais. vraiment j'ai découvert. Et on faisait des courses d'endurance, quoi. Et avec l'usure des pneus et tout, enfin vraiment, Bien on sûr. était comme des oufs avec mon père et tout, c'était vraiment trop Ce trop bien. ce qui Et est, donc c'est ce qui m'a fait acheter la PlayStation 2, et c'est pour ça que je vous disais que moi, Gran Turismo 1 et 2, franchement, ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre, quoi. Gran Turismo 4, 3, ouah, c'était déjà incroyable. Moi, et c'était pour, l'initiation que j'ai eue à Gran Turismo, elle n'était pas sur Play 2 ou Play 3, c'est sur PSP, Mais non. je te jure. C'était sur PSP, Ah j'avais ouais. joué à Gran Turismo sur PSP parce qu'on m'avait offert la PSP à Noël avec Gran Turismo et que je l'ai poncé, autant le circuit du Mans que je me souviens, il y avait des épreuves de drift que je faisais. Et ça m'a donné du coup envie de demander, évidemment, parce que j'étais petit, la Play 3. Et la Play 3 était sortie, c'était la Slim déjà, donc c'était déjà la deuxième version. Et il y avait un pack à l'époque, quand les consoles sortaient en pack avec 2 jeux, ce qui devient rare un aujourd'hui. bundle. Exactement. Et qu'il y avait Gran Turismo 5 et Uncharted 2. Ah, Donc, ok. moi, je jouais à Gran Turismo 5 et ma mère, qui jouait également, jouait à Uncharted 2. Ah, bien. Et je voulais compléter ce que vous disiez avant, mais parce que, tu vois, Gran Turismo 3, par exemple, j'ai pas du tout kiffé. Parce que, de mémoire, il y a, la caméra n'est plus du tout dynamique derrière la bagnole quand t'es en vue à troisième personne, derrière la voiture. Ah, mais je Elle est plus disais du jamais, tout, moi. elle est plus du tout dynamique et elle te permet pas de voir la voiture qui bouge. Elle est vraiment fixe. C'est comme si elle était fixée et que c'était une Ouais. GoPro avec une perche sur l'aileron arrière. Et moi, je détestais ça. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que à l'époque, les jeux quand ils sortaient, ils étaient en V1 quoi. C'est-à-dire que le truc était sur CD, tu l'avais chez toi, t'avais aucune connexion internet, aucune mise à jour possible. Le produit était fini quoi. S'il y avait Hmm. des bugs à l'intérieur, bah, c'était mort. Alors qu'aujourd'hui, T'es mort. bah, les jeux, il y en a qui sortent, ils devraient prendre le temps de les finir et d'en faire une V1 quoi. Bah oui. Mais et tu vois aujourd'hui, bah, par contre l'avantage c'est qu'aujourd'hui tu fais des correctifs, tu fais des patchs, tu fais évoluer le produit. Alors on peut le contester par plein d'aspects, hein, le fait qu'il y ait toujours des DLC, des machins, c'est aussi pour prendre notre pognon. Mais il y a quand même un truc, c'est à l'époque, il fallait sortir un produit fini, c'est juste ouf. Et comme tu disais tout à l'heure, Vince, Gran Turismo, les mecs qui ont géré le projet, de tout mettre là-dedans, de se dire, voilà, ça y est, on a livré maintenant. C'est comme quand tu fais un film, tu peux plus y revenir, quoi. Tu vois, Bien Ouais. sûr. ça doit être dingue, le Et relâchement surtout, que t'as et la pression, quoi. Comment ça va être perçu c'était par les gens, dingue. quoi. Parce qu'en plus, Gran Turismo 4, je pense que ça passait un autre step aussi. Il y avait énormément de voitures. Je sais plus s'il y avait pas 900 Oui. voitures ou j'en Ah sais oui. rien, quelque chose Ouais. comme ça. C'était énorme, hein. Et les circuits, donc on a évoqué. Toi, t'as des circuits légendaires, donc fallait pas te rater, quoi. Plus des circuits fictifs, Exactement. également Qui présents étaient du lore déjà, dans Turismo. bien sûr, Deep qui étaient déjà Forest, dans bien la sûr. licence. Très- On avance très un petit peu Mountain. sur les autres jeux. Je voulais vous parler de F1 Career Challenge 2003. Alors là, vous allez me dire, non mais c'est n'importe quoi, c'est un jeu de Formule 1. Et ben grâce au mode sur PC, Arrête. je te jure, tu pouvais jouer à des protos du Mans avec des protos NASCAR. Oh, Et c'est il y a eu génial. plein de communautés qui ont existé. T'as connu ça, Geoffroy? Ah, tu balances ça parce que tu as l'info ou que tu sais pas mon J'ai histoire avec aucune ça. info. Je sais rien Ok. du tout. Ah la vache. Ça va être long. Non, je vais encore essayer d'être court. Top digression. Le jeu, c'est F1 Challenge 9902 officiellement. Enfin, il s'appelle Ah, c'est F1 pas Career 2003? Challenge. Il s'appelle Ah, ok. F1 Career Challenge, mais il s'appelait Oui. aussi 9902. J'ai toujours voulu Euh, l'avoir et je l'ai jamais eu. Oh là là. Bon alors, version courte. Ce jeu-là sort. Moi, j'en ai pas du tout vent, enfin voilà. Et je vois sur internet que des mecs ont fait des mods, comme tu dis. Ils ont modé un truc qui s'appelle Sports Car Challenge, SCC. Et en gros, t'installes ton jeu. Mais à l'époque, fallait vraiment être précis, quoi. Faut que tu récupères un truc, tu remplaces l'installeur, tu mets des fichiers DLL à des endroits. Enfin, c'était un bordel pour modder Ouais. un jeu, c'était complètement fou. Donc, fallait que t'aies toujours un dossier, genre mon jeu save au cas où il y a une merde, tu vois. Oui, Ça, c'est mais mon par jeu contre, bon. Et ce jeu-là, il était possiblement modable aussi. C'était oui, un des premiers, c'était pas le seul, mais parce que justement, il était bien fait pour cette raison. Je crois que les exactement. développeurs avaient pensé à ça, quoi. Ouais. Et donc, en fait, il y avait une version qui s'appelait Sports Car Challenge. Donc, c'est des mecs, des Américains de mémoire, RSDG, je crois, qui avaient créé ces modes. Donc, et tu pouvais refaire. C'était les saisons. On était sur les saisons ALMS et ELMS à l'époque, 2001, 2002, 2003, quoi. Et en fait, moi, putain, mais c'est vraiment le hasard que tu parles de ça, mais moi, du coup, j'étais fan du truc.
hyper compliqué à mettre en place, vraiment. Enfin, hyper compliqué. Je trouvais ça compliqué de modder un jeu. C'était pas aussi, je sais pas aussi simple aujourd'hui. Mais je les contacte et je leur dis, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une page en français? Parce que je pense qu'il y a des joueurs en France que ça pourrait intéresser. Et donc, mon premier site internet, en fait, c'est ça. Mon premier site internet, ça doit être 2002 ou 3. Ça t'a donné envie de faire un site internet? Je faisais déjà des trucs avant, mais j'ai créé un site internet. Je vous le retrouverai si j'ai le temps. Mais j'ai créé un site internet en français sur ce jeu sur ce mode Sports Car Challenge où j'explique où est-ce qu'il faut récupérer, acheter le jeu officiellement. Ouais. Bon, j'ai jamais acheté moi, mais voilà. Et après, où récupérer les fichiers, où les mettre. Les voitures. En fait, tu pouvais installer voiture par voiture. Après, tu avais les livrets. Parce que tu avais des mecs qui faisaient la livrée de la Riley Scott en configuration Le Mans, je sais pas quoi. Enfin, c'était fou, quoi. Et donc, ouais, j'ai créé un site là-dessus en français, quoi. Ouais. Non, mais c'est hyper poussé, surtout qu'on est en quoi, 2002, c'est ça, ou 2003. Ouais, donc, ça, en fait, c'est comme ACC. Assetto comme Corsa, Assetto Corsa, ouais. Et t'as des modes de partout. C'est génial. Et moi, j'étais vraiment focus sur le mode endurance. Et ce qui était génial, c'est que tu devais toi-même mettre tes jauges. C'est-à-dire que, par exemple, vas-y, Anthony, cite-moi un circuit hyper serré ou au tracé tout petit. Je sais pas, genre comment... Bon, je sais pas, t'as Brands Hatch qui peut être considéré comme ça. Ouais, non, mais il y avait un circuit... putain, c'est quoi ce circuit souvent utilisé en DTM? Non, souvent utilisé en DTM allemand, premier virage qui est hyper serré, tu sais, gauche-droite. Bref, bon, on s'en fout. Mais imaginez un circuit tout petit. En fait, si tu mettais 60 voitures dedans, bah ça buguait en fait. Donc c'était à toi de te dire... Donc le jeu plante. Donc quand tu relances, tu te dis, là-dessus, si je mets 48 voitures, ça passe. C'est pas Zolder? Non, c'est un autre. Je l'ai plus. Le Saxon Ring ou un truc comme ça ou non. Ouais, peut-être, ouais. Bref, tu mets 48 voitures, ça passe, tu fais, ok, bon. Le coup d'après, je vais essayer d'en mettre 50, parce que plus il y avait de voitures, plus c'est sympa. Tu mets 50, le jeu il bug, tu fais, 48. Moi, je sais que c'est 48, ça tient, et pas 50. Pas mal. Et tu vois, c'était à toi de faire ta jauge, parce que sinon, tu pouvais déjà gérer du multicatégorie. C'était incroyable. J'adorerais rejouer à ça, c'était incroyable. Ah bah tu vois, je ne connaissais pas cette anecdote, incroyable. Donc je suis content de l'avoir eu. Par contre j'en connais une autre, et du coup on va parler plus réaliste, là j'allais dire c'est aux alentours de 2008, 9, 10, là vraiment on est dans cette mouvance là où on a envie d'avoir des jeux qui sont réalistes, et on va parler d'iRacing. Évidemment. Oui. Et iRacing, il y a des circuits réalistes, il y a des voitures réalistes, c'est vraiment top. Tu pouvais pas d'ailleurs y jouer, parce que je vous raconterai une anecdote une autre fois peut-être, mais sans volant. C'est-à-dire que moi je suis le spécialiste du clavier depuis le début là. Donc moi je me dis, je veux jouer au clavier à iRacing. Eh ben interdit, impossible. Donc il fallait que je trouve un volant. Et bon, j'en ai trouvé un. Du coup, il était de travers. Mon accélérateur continuait d'accélérer alors que je freinais. C'était une catastrophe. Mes premiers permis, enfin pas permis, mais mes premières courses, je peux te dire en skip barber et tout. Alors là, j'étais. C'était du drift, hein. Mais pas parce que je voulais, mais parce que j'avais encore de l'axel, donc du coup je freinais un peu. Mais si je freinais et que je mettais du volant, je partais en travers. Et j'arrivais à pas trop faire de conneries. Et donc du coup, cette licence-là, elle a été vraiment très importante, je pense aussi. Est-ce que toi, tu l'as connu assez rapidement, Vince? iRacing, quand je suis arrivé sur le sim racing, quand j'ai débuté les streams en 2021, moi j'ai débuté par la licence F1. Donc je connaissais iRacing comme étant le club de sport des pros. On va dire. C'est ça. Dans le sens où c'est un abonnement. C'était même pas considéré comme un jeu. On ne l'appelait pas un jeu, c'était vraiment... Déjà, c'était un site internet encore à ce moment-là. C'est toujours resté un site internet, même si aujourd'hui ça a évolué sur un vrai UI, etc. Mais c'était toujours iRacing.com. Et quand tu regardes d'ailleurs toujours sur le replay, il y a écrit iRacing.com. Et c'est resté dans ce jus-là pendant très longtemps. Moi, je l'ai découvert par la suite parce qu'en effet, le fait de me faire des amis avec la communauté F1 qui jouait aussi à iRacing, ça m'a initié assez vite à l'endurance. Ma première course d'endurance sur iRacing, c'était les 12 heures de Bathurst. Waouh! Ouais, c'est simple, c'est simple. Pas Voilà. mal. avec le paquet Rafis que j'embrasse. Et on avait décidé de faire ça, c'était en Ferrari si je me trompe pas. Et c'était déjà, c'était dingue de pouvoir vraiment aller sur une simulation comme ça. J'avais déjà essayé Assetto Corsa Competizione et Assetto Corsa Premier du nom. Mais d'aller sur le club des pros, entre guillemets, donc le fait que tu payes ton abonnement, après tu dois payer tes voitures, tu dois payer ton circuit, et de découvrir tout ça, tu sentais le step supérieur, quoi. Et du coup, j'avais
évolué également sur iRacing. Donc j'avais débuté avec la MX5 Cup, Bah oui. commencé un peu vraiment l'évolution de la pyramide de iRacing, de monter les classes également. Et tu sentais, voilà, pourquoi est-ce que c'était autant considéré comme un club de pro, un club de sport professionnel à proprement parler, où tu pouvais retrouver des vrais pilotes. C'est autant vis-à-vis de la physique que de la manière dont c'était géré, en fait. Et les licences. Et les licences, évidemment. Propre. Exactement. Et on en reparlera tout à l'heure avec le Mans Ultimate, mais c'est un peu ça. Et évidemment, et le fait que tu puisses rouler à ce moment-là, je crois qu'il y avait la F1, la W12 qui venait de sortir, de Lewis Hamilton. Après, on a vu arriver la W13. Il y avait déjà les précédentes F1 avec la McLaren. La Williams. Moi, et il y avait la Williams, exact. Il y avait aussi la Dallara IndyCar. Après la LMP2 et puis l'une des grandes voitures, moi je suis arrivé après malheureusement, j'aurais beaucoup aimé la rouler, mais c'était la 919. Et ouais. La 919. Et beaucoup de gens disaient qu'elle était incroyable à rouler sur iRacing. Et voilà, et c'est la même année, enfin en l'occurrence 2022, je fais mes premiers 24 heures du Mans sur iRacing avec la Cadillac Hypercar puisqu'elle était sortie. Ouais. Des pays. Ouais, des pays. Oui, pardon. Oui, parce qu'on est avec la version IMSA. Et on arrive à gagner les 24 heures du Mans dans notre split avec Karma, Rubik et Bigoud. Wow. Première participation, première victoire. Bim, ça voilà. c'est fait. Et toi, Geoffroy, tu as joué un petit peu à iRacing ou pas? Ouais, moi en fait, comme tu disais très bien, Vince, ils ont peut-être toujours. Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça a un peu changé, mais ils ont longtemps traîné cette image de. C'est pas un jeu, c'est un simulateur, donc du coup, moi je m'en rapprochais pas parce que je me suis dit, j'ai rien à y faire en fait, je suis pas pilote, je vais pas répéter mes gammes dessus parce que je suis pas pilote, donc pendant longtemps, je pense qu'ils ont souffert de ça et après ils se sont un peu ouverts et notamment avec le e-sport, ça les a aidés, je pense, à avoir l'émergence de Twitch et les compétitions font qu'aujourd'hui, même moi, entre guillemets, sans prétention, je pourrais m'y remettre et rouler sans avoir peur, enfin. Comme tu dis, avec ça, les classes, démocratisé. Avec les licences, avec les classes et avec tout ce qu'il y a, tu peux trouver un endroit où te faire plaisir et rouler. Sauf si tu te prends pour le champion du monde tout de suite. Mais c'est rigolo. En vrai, ouais. Mais moi j'ai pris ma licence en 2014 parce que je me suis retrouvé sur une course à côté de l'attaché de presse du responsable com de iRacing. Ouais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent là en fait, pourquoi ils se déplacent sur les événements? Et parce qu'ils captaient des infos, ils échangeaient avec les pilotes, ils faisaient du lobbying aussi pour faire connaître, tu vois. Et en fait, je me suis dit, c'est pas. Et il me dit, non, mais essaye, quand tu rentres chez toi, tu prends une licence et tout, machin. Et donc, j'ai commencé à rouler en 2014 sur iRacing. Ouais. Énorme. Alors, tu vois, moi, ce qui est rigolo, c'est que tu dis que c'était une barrière. Moi, pour moi, c'était un attrait. Le fait que ce soit une simulation, qu'on puisse rouler face à des pilotes. Le sim racing à l'époque, c'était pas du tout, j'allais dire, envisageable. Ah ouais, mais non, mais d'accord, peut-être. Mais alors, tu vois, moi, j'ai été un précurseur, alors qu'après, j'ai arrêté, malheureusement. Mais j'ai commencé en 2012. Bah, en fait, quand j'avais un peu plus de temps, tu vois, je me lançais en tant que freelance journaliste. Donc, bah, ça marchait pas de ouf. Et donc, du coup, j'avais un peu plus de temps. Et donc, je ponçais le jeu. J'ai roulé de 2012 à 2015. Et j'ai roulé face à Nicky Katzbur, face à Justin Wilson. Enfin, c'était incroyable. Scott Speed. Pour moi, c'était un truc de. Non, Scott Speed, j'ai pas croisé. Mais je sais qui jouait. Il y avait Dale Earnhardt Jr. Ouais. C'était incroyable. Pour moi, qui voulais, pour le coup, être pilote. Punaise, alors je me faisais atomiser, hein. Tu parles sur un tour avec la BMZ4, je crois que Katzbur sur le circuit de Zandvoort, il me mettait 3 secondes et demie. Oh waouh. C'est énorme. Mais par contre, je jouais face à lui, quoi. Bah, c'est génial. C'est pas forcément dans toutes les courses, c'était dans des essais, des choses comme ça. C'était incroyable, quoi. Alors, je propose une top digression, mais moi j'ai longtemps aidé, comment on appelle ça, gérer, filtrer un chat Twitch, comment on dit, modérer. Putain, je perds mes mots. Modérer le chat Twitch du poutrologue, Kevin Richard. Que je connais bien, je l'embrasse. Ouais, et du coup, pendant plus d'une année, je pense, et c'est marrant parce que souvent, il tombait face à des pilotes. Enfin, je me souviens notamment d'une course à à Fuji, où il tombe contre Lando Norris. Enfin, en fait, c'est juste lunaire, quoi. C'est vrai que tu te dis, et en plus, il le poutre, quoi, parce que Norris, dans sa pure tradition, loupe son départ. Enfin, je veux dire, déjà, même en virtuel, il loupe ses départs. Donc, mais oui, bien sûr. Sur le jeu de F1 ou sur iRacing. Ah ouais, non, mais tout le temps, c'est incroyable. Et en réel aussi. Et donc, et je me souviens, il gagne contre Norris. Et tu te dis, alors c'est anecdotique parce qu'il a fait des centaines et des milliers de courses, évidemment. Et je pense que tu lui en parles, il s'en souvient, mais c'est pas non plus un fait d'armes. Mais moi, je me suis dit, c'est juste incroyable. Tu peux jouer contre un gars qui est maintenant champion du monde de F1, quoi. Juste dingue.
Ouais. Mais même comme aujourd'hui, tu peux rouler face à Max Verstappen. Alors j'allais en parler. Par contre, pour gagner face à Verstappen, faut te lever. Faut être dans le split, faut déjà être dans le split, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, parce que il y a ça aussi que je voulais dire, c'est que moi c'était en 2014-2015, donc il y avait moins de split, donc c'est pour ça que j'avais plus de chances de rouler face à des pilotes. Sûr. Maintenant c'est fini. Quand tu t'entraînes pas et que tu fais pas assez de roulage, c'est mort. Mais tu sais qu'il y a des courses. Moi, je crois que c'était l'année dernière. C'est possible que ça se le refasse cette année, mais il y a des courses comme ça sur, par exemple, les 24 heures de Daytona, où nous, ça nous est arrivé sur les 24 heures de Nürburgring. T'as tellement de monde qui est inscrit, donc t'as à la fois tellement d'équipes et tellement de pilotes inscrits dans les équipes que ça se compte parfois en dizaines de milliers de pilotes inscrits sur un événement. C'est fou. Je crois que quand on a fait les 24 heures, je dis peut-être une bêtise, mais la dernière fois que j'ai fait les 24 heures de Nürburgring sur iRacing, c'était l'année dernière. On était, si je dis pas de bêtises, aux environs de 5000 teams enregistrés ou un truc comme ça. Ouais. Ça fait partie des top courses où il y a eu le plus d'équipes enregistrées, à savoir qu'il faut être minimum 2 pour s'inscrire. Donc, c'était énorme en termes à la fois de split. Je sais plus s'il n'y avait pas 30 ou 35 splits. Pour rappel, les splits, évidemment, on peut pas mettre 6000 pilotes, enfin 6000 équipes dans une seule même course. Et puisque les équipes ont des notes pilotes également, on va les répartir selon les notes pilotes. Le meilleur split étant ceux avec les meilleurs pilotes, les meilleures équipes, et les splits les plus bas étant ceux avec les, entre guillemets, les moins bons pilotes, ou du moins ceux qui ont une moins bonne note. Alors maintenant, on rappelle que les meilleurs splits ne sont pas gages de qualité, hein. C'est pas parce qu'on est les pilotes avec la meilleure note qu'on est pour autant. Et non, ça je le dis toujours. Le split 1 n'est jamais gage de qualité. Parce que quoi, parce qu'ils vont prendre des risques peut-être plus. C'est parce que tu peux très bien tomber sur des pilotes. C'est pas parce que t'as un pilote avec la meilleure note que tu vas être celui qui va avoir le plus d'intelligence de course ou qui va être le plus propre en piste. Okay. Et puis les enjeux, pardon, mais il y a aussi ça, tu vois, je me souviens d'actions à Daytona avec chez Williams notamment, ou des trucs comme ça. Enfin, les mecs ils ont un peu une pression, hein. C'est que c'est un sport pro pour eux, ils sont rémunérés pour ça, il y a des contrats, etc. Et des fois, ça amène à faire de la merde, quoi. Ouais. Typiquement, l'année dernière, au 24 heures du Nürburgring, il y a eu un souci avec la Red Line, l'équipe de Verstappen, qui s'est avéré, alors est-ce qu'on peut dire tricher, ça a été un long débat, mais en fait ils sont partis avec des pneus pluie au départ, ce qui permettait du coup sur le setup d'abaisser la voiture, donc elle avait une garde au sol plus basse, et ensuite ils sont allés au stand directement au moment du départ pour mettre des pneus slick, et par conséquent garder cette garde au sol basse. Que tu ne pouvais pas avoir si tu gardais des pneus... Ah putain, ouais. Que tu n'avais pas si tu mettais un setup sec. Que si tu le mettais, si tu partais avec des pneus secs au départ. Le truc, c'est que ils ont utilisé la faille. Quoi. Ouais. Je sais même pas comment ça peut être une exploitation comme ça, parce que quand il pleut, au contraire, tu la relèves la voiture. Donc ça, c'était un bug du jeu, peut-être. C'était tel que le jeu était façonné comme ça, en tout cas sur le Nürburgring. Mais ça, alors pour moi, oui, ça peut être considéré comme de la triche, mais c'est de l'optimisation. Ils ont poncé le jeu pour comprendre. C'est de l'optimisation, mais iRacing, comme ils surveillent les meilleurs splits, on dit ok, on est en train de checker la Redline parce qu'il y a un souci, et tout le monde disait ouais, la Redline triche, etc. Redline a quitté la course et ils ont supprimé les rediffusions. Wow. Ah oui, d'accord. Donc voilà. C'est qu'ils ont été pris la main dans le pot de confiture, quoi. Ouais, c'est comme Acura en 2023, quoi, à Daytona avec les pneus. Ouais, c'est un peu ça. Après, en virtuel, je trouve que j'avais pas le même jugement au début, mais maintenant, mon avis, c'est que si en virtuel c'est permis, en fait, comme tu dis, c'est des failles, c'est des trucs, patchez-le et fixez-le, quoi. Enfin, en fait, si votre jeu est comme ça, les gars, en fait, vous pouvez... Tu vois, c'est comme la règle, là, je fais un parallèle avec le réel, mais c'est comme ce qu'on a vu cette année avec les Ferrari qui se dédoublent dans les stands à Spa-Francorchamps. Ouais. Mais, enfin, à aucun moment, cette idée me vient à l'esprit. Enfin, pour moi, tu te doubles pas dans les stands, c'est juste... Ouais. Enfin, c'est interdit dans ma tête. Sauf là, qu'ils l'ont pas utilisé. interdit, en fait. C'est pas interdit. C'était pas interdit, c'est devenu... Mais ça n'était pas au début. Tant que c'était pas arrivé. Voilà. Donc, parce que tacitement, tu te dis, c'est pas. Tacitement, personne va le faire. Enfin, faut être con pour faire ça. Bah non, c'était utile. Bah ouais. Mais ça l'a été à ce moment-là, tu vois, ils ont peut-être attendu leur coup. C'est ça aussi, je pense, la course automobile. Alors malheureusement peut-être, mais d'aller chercher les limites pour aller chercher un avantage, quoi. Le sim racing, comme on est sur du virtuel, par conséquent qu'on est sur des paramètres, on est sur un référentiel qui est différent, on peut aller chercher des éléments d'exploitation qu'on n'a pas dans le réel. Par exemple, vu qu'on est sur iRacing, je me souviens qu'à un moment,
si tu roulais dans l'herbe, tu pouvais avoir une meilleure VMAX. Les deux roues dans l'herbe, bien sûr. Et t'avais pas de tire wear. T'avais pas de tire wear, donc par conséquent... Et Kevin Estre l'a fait, justement, au Nürburgring. Voilà. Et du coup, je me souviens qu'à Spa, t'avais les pilotes qui utilisaient KML, mais t'en as aucun qui est sur la trajectoire. Il y a des screens incroyables où tu vois la caméra, elle est au combe, et tu vois toutes les caisses qui ont deux roues les deux roues gauches dans l'herbe. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Exactement. Non mais c'est n'importe quoi, j'avais pas suivi ça. Bon, en tout cas, le circuit du Mans est arrivé sur iRacing, mais quelques années après, parce que c'est une licence américaine évidemment, c'est un jeu américain, donc il y avait tous les jeux et tous les circuits plutôt autour de la NASCAR, etc. Et en fait, Geoffroy, t'avais une anecdote, et c'est celle-là que je voulais que tu racontes. Le Mans arrive, c'est laser scanné, mais tu l'apprends complètement par hasard en fait, en quoi, 2014 ? Non, alors en fait, c'est Le Mans 2016, j'ai retrouvé ça. C'est Le Mans 2016 où je bosse pour la CO et je suis un peu chargé d'être. Mon terme officiel, c'était l'électron libre. C'est-à-dire que je suis chargé d'aller animer le compte Instagram, notamment parce qu'il y avait même pas 10 000 followers à l'époque. Mais on a fait des périscopes ensemble, on a fait des périscopes. On avait fait des périscopes, oui, tout à fait. Ouais. Incroyable. Et donc voilà, en gros, je laisse traîner mes oreilles et je récupère des infos. J'essaie de faire vivre un peu la course de l'intérieur, notamment avec Instagram, parce qu'à l'époque, il y avait vraiment ce côté instantané. C'était très différent d'aujourd'hui. Et donc bref, je me retrouve à être devant le stand Corvette, où il y a Jordan Taylor, qui se fait interviewer. Et donc j'écoute un petit peu ce qu'il raconte, et je comprends vite que l'interview parle de sim racing. Je suis ok, c'est intéressant. Et je l'entends sortir qu'il est très content de savoir que il a participé et il est heureux de voir que Le Mans sera dans iRacing. Et je me dis what ? Et en fait voilà, ils étaient en train de faire une vidéo promo pour annoncer ça, et donc c'est arrivé en 2016, fin d'année 2016 je pense, mais en tout cas l'annonce ça date de juin 2016 quoi. Parce que iRacing, tu vois, c'est de mémoire, hein, là aussi vous vérifierez et vous nous direz dans les commentaires YouTube, je crois que c'est 2007. 2006, je crois, il me semble qu'officiellement c'est sorti en 2008, mais qu'officieusement c'était 2006. Les débuts, les prémices. Ouais, c'est ça. À savoir qu'on est toujours sur le même moteur graphique d'ailleurs. C'est ça qui est dingue, c'est ultra réaliste. Et alors par contre, je vais faire une transition parce que je voulais évoquer les 24 heures virtuelles. Ça n'a pas été la base de travail justement pour l'organisation, c'était Air Factor 2. Est-ce que toi tu y as joué à Air Factor 2 ? J'y ai joué parce que j'avais travaillé avec Peugeot Sport pour les dernières 24 heures du Mans virtuel en 2023. 2023, c'est ça, il y a eu 3 éditions. Voilà, et en fait j'étais le host pour Peugeot Sport sur leurs réseaux sociaux. Nice. Donc je m'occupais des interviews des pilotes. Il y avait Elliott Véron, il y avait Gustavo Meneses et Malte Jakobsen qui étaient présents avec Maxime Briand. Attends, déjà Malte Jakobsen alors qu'il n'avait pas signé avec Peugeot ? Et oui, il était déjà là et en fait il allait faire les tests, je sais plus si c'est d'après-saison ou hivernaux avec Peugeot à Bahreïn. Ok. Et ça avait déjà été officialisé. Tu sentais que voilà, il était déjà quand même dans les petits papiers, même si Gustavo, tu sentais que c'est pas que ça le saoulait, mais que voilà, il était plus sur un aspect je suis là pour me faire kiffer entre guillemets. Et c'était la RUJ qui en fait opérait ça pour Peugeot Sport. D'accord. Avec Thibaut Larue et Stéphane Koch. Et moi en fait Thibaut m'avait proposé d'être le host à ce moment-là sur les réseaux de Peugeot Sport officiel, sur la chaîne YouTube, sur TikTok et sur Instagram, et donc de faire des lives pendant les 24 heures du Mans virtuel à Satori avec les simulateurs Peugeot Sport, mais je me souviens avec les équipes de Peugeot Sport également sur place, et de participer, enfin pas de participer mais de suivre ça en direct sur place. Donc j'avais essayé pour la première fois Air Factor 2 sur les simulateurs. J'avais testé en l'occurrence la LMP2, puisque c'était la LMP2 à ce moment-là. Et je trouvais ça assez fou à tester, à voir. Et donc je l'avais pris. Et on avait fait une opération avec les R8G également sur ma chaîne, où c'était pour le World X Experience, je ne sais plus, mais compétition de voitures fictives électriques sur Air Factor 2, développée par Mike Rockenfeller, que du coup j'avais interviewé sur ma chaîne. J'ai une interview de Mike Rockenfeller sur ma chaîne qui est complètement passée inaperçue, mais voilà. Et c'était pour l'Indy iX Prix, où en fait c'était chaque manche, c'était une équipe e-sport qui l'organisait, et là en l'occurrence c'était la R8J, et du coup c'était participer avec ces voitures électriques, et j'avais du coup essayé Air Factor 2 à ce moment-là, et c'est vrai que Air Factor 2 était... Moi, je trouvais ça assez étonnant que Air Factor 2 était la référence pour les 24 heures du Mans. Là où iRacing, pourtant, tout le monde les faisait dessus. Et je me souviens que même pendant un temps, ils avaient eu la licence, si je me souviens bien, pour faire les 24 heures du Mans
virtuelle. En tout cas, il y a eu une période où c'était le cas, et après ils l'ont perdu au profit de Motorsport Games avec Air Factor 2, et qui s'est fait énormément critiqué. Mais il y a eu des décos, etc., des déconnexions. Il y a eu, en 2023, ils ont eu beaucoup d'attaques des DOS également sur les serveurs. Il y a eu 4 red flags, si je ne me trompe pas, de la course. Ouais, Et même Verstappen qui a dit sur le Discord de la CO 24 heures du Mans virtuel, je désinstalle le jeu. Donc la pire pub, évidemment, d'avoir maintenant quadruple champion du monde qui te dit bon bah je désinstalle ton jeu. Et drapeau rouge qui d'ailleurs n'a jamais eu lieu, hein, Geoffroy, en vrai au 24 heures du Mans, c'est incroyable. Donc, mais du coup 4 fois en 24 heures du Mans virtuel en l'occurrence. Mais ouais, du coup je l'avais testé et c'est vrai que c'était impressionnant de voir à quel point c'était poussé, enfin aussi que c'était un peu le concurrent d'iRacing, même si c'était pas une formule d'abonnement, tu l'achetais en une seule fois, mais par contre c'était tout le contenu additionnel que tu devais acheter également. Bien sûr. Et je l'avais un peu essayé, en l'occurrence à ce moment-là, au moment des 24 heures du Mans virtuel. Ouais. Ok. Petite mention aussi pour Mike Rockenfeller, on pense à lui parce qu'il a perdu son papa, donc voilà, on rend hommage à son papa qui l'avait fait débuter en karting, donc tu vois, t'en parles, ça m'y fait penser. Geoffroy, est-ce que toi t'as essayé Air Factor 2 ? Moi personnellement, j'ai jamais eu l'occasion d'essayer Air Factor. Moi j'ai essayé Air Factor 1, bien sûr, je jouais avec les Megane Trophy beaucoup. C'était la base qui était utilisée dans les simulateurs de Ellipsis. Je sais pas si ça vous parle. Ça. Il y a eu des centres Ellipsis. Mais ça nous parle. T'as pas une anecdote avec comment s'appelle-t-il, Niki Team qui a roulé avec nous sur les simulateurs Ellipsis au 24 heures du Mans quand même. Ouais, c'est vrai. On a fait. Ah ouais, putain, je l'avais oublié ça. C'était 2016, je crois. C'est toi qui as organisé ça ? C'est moi ? Je sais même plus. Mais oui. Tous les deux, on voulait dynamiser les réseaux là, donc on les a dynamisés. Et donc on a roulé avec Niki Team. Ouais, on a invité Niki Team à rouler sur un simulateur Ellipsis au karting au 24 heures du Mans, parce qu'il y a un espace avec des simus. Ah ouais, je l'avais oublié ça. Tu vois ? Exact. Et incroyable. Putain, on a fait des choses. Et non, moi j'avais une anecdote courte, que le temps passe, messieurs, ça fait 1 heure. Je vous dis, dans 1 heure, moi je dois disparaître. Même avant, dans 50 minutes. Mais anecdote courte. Avant qu'il y ait les 24 heures virtuelles comme ça, il y avait les Le Mans eSport Series. Enfin, les Le Mans eSport, pardon. C'était au 24 heures du Mans, c'était sur Forza Motorsport. Et donc, jeu pas du tout adapté à ça. Alors, on doit être 2018-19. Jeu pas du tout adapté au format long. Donc, en fait, c'était. Il n'y avait pas de cycle jour-nuit déjà à l'époque, je crois. Et l'anecdote, c'est que c'était sur invitation uniquement. Et il y avait, en dernière minute, ils ont invité Veloce. Et il y avait, et là j'ai bouffé son nom, un sim racer qui fait aussi maintenant qui roule aussi en réel. Jardier ? Non, pas Jardier, j'ai bouffé son nom. C'est pas grave. Okay. Avec plusieurs lettres là dans son prénom. Putain, c'est horrible. Je vais l'impression de faire une devinette, mais en fait, il y a plusieurs lettres qui se répètent. Dans son prénom. Non, mais il y a plusieurs lettres qui se répètent dans son prénom. D'accord. Lucog ? Non, bon bref. Et du coup, lui... j'avais James Baldwin, mais pas du tout. C'est James Baldwin, exactement. C'est James, son pseudo c'est James, ça c'est pour ça. Et du coup, James, moi en fait, je suis chargé d'échanger avec tous les concurrents, d'organiser un peu le truc, quoi, au niveau communication. Et Baldwin, je vais le voir, et je lui dis du coup, comment tu le sens, machin, etc. Il y avait une équipe qui était pas mal en vue, il y avait des Français. J'ai bouffé leur nom, je suis désolé pour eux. Mais il y avait une équipe française qui était pas mal vue. C'est un texte à trous. Et ouais, c'est ça, à vous compléter. Et eux, en tout cas, Baldwin, je lui dis, alors, comment tu sens le truc ? Il fait, j'ai jamais roulé. Je fais comment ça ? Il dit, j'ai jamais roulé sur Forza. Je fais, non, mais tu flexes un peu. Il fait, non, mais il dit, on va la gagner quand même. Je fais, mais comment ? Attends, quoi ? Il y a un truc, quoi. Il fait, non, mais tu sais, c'est un jeu de bagnole. Hein. Il dit, l'accélération, tout le monde sait faire. Il dit, en fait, ce qu'il faut juste comprendre, c'est le dosage du freinage et la direction et la dégradation au fur et à mesure du truc. Mais il dit, c'est Forza, on m'a dit que c'était pas non plus fou. Donc il dit, en vrai, je vais faire 3 tours et je serai dans le rythme. Et il a fait 3 tours, il était dans le rythme. Ils ont gagné. Et ils ont gagné face aux Français parce qu'il y en avait 2 qui étaient... Il y en a un qui était déjà multiple champion sur Forza, enfin, j'ai plus son nom. Mais il y avait un 3e gars dans l'équipe qui était un peu moins bon et qui, du coup, t'étais obligé de respecter des temps de roulage. Et en gros, voilà, ça l'a pas fait à quelques secondes près, je crois. Mais en tout cas, c'est James Baldwin. Et vraiment, je pensais qu'il était en train de flex, en train de dire j'ai jamais roulé, mais c'était vraiment le cas, quoi. C'était vraiment le cas. C'est incroyable. Ah ouais, j'adore ces anecdotes, ces top digressions, c'est incroyable. Ouais, non, mais il faut que j'arrête parce que le temps file.
Non, mais t'inquiète. Air Factor 2, donc base des 24 heures virtuelles, je voulais en parler aussi. Donc le 15 mai 2020, annonce des 24 heures virtuelles après la phase Covid et le confinement. Départ de la course le 13 juin, il y avait donc des pilotes pro évidemment qui ont roulé. Et il y en a eu 3 des éditions, 2020, 2022 et 2023, donc tu nous en as parlé Vince. Et ça représentait quasiment des 186 pilotes, quoi. 180 pilotes, plus de 40 nations, donc voilà, ça a existé. Je voulais évoquer donc Forza Motorsport, tu en as parlé, où le circuit des 24 heures est apparu en 2009. Il y a eu aussi un jeu très arcade, Gear Club Unlimited 2, l'édition Trax, où on retrouvait le circuit des 24 heures du Mans. Et où il y avait des DLC, où on pouvait jouer, ça va faire plaisir à Geoffroy, avec la Nissan GT-R LM Nismo. Ah, formidable. Ah ouais, avec la Porsche 919 hybride, avec la Mercedes AMG GT3 et avec la Bentley Continental GT3R, et c'était sur Nintendo Switch. La GT-R LM Nismo avec laquelle Jamie Broadbent a gagné les 24 heures virtuelles. Alors peut-être pas les officielles, mais il a fait une course de 24 heures sur Le Mans, mais non. Broadbent, et ils ont gagné, ou alors peut-être qu'ils ont pas gagné, enfin bref, vous compléterez. Mais bref, il a fait la course sans changer les pneus. Ah oui. Parce que le truc était tellement mal codé sur Air Factor 2, j'imagine. Que en fait, c'est ces fameux pneus plus étroits à l'arrière, enfin bref, voilà. Et en gros, je crois qu'ils ont pas changé les pneus à l'arrière de toute la course. Énorme, donc ils ont gagné du temps à chaque fois. On avait aussi le circuit du Mans sur Automobilista 2, sorti en 2023. Et puis donc on va évoquer le Mans Ultimate, mais après le petit quiz bien sûr de Geoffroy qui trépigne. C'est là, c'est maintenant. Le Mans Ultimate, on en parle juste après, parce que Vince est notre expert, mais voilà, je voulais qu'on ait le petit jeu justement. T'as préparé ça, Geoffroy, il faut qu'on en parle. Ouais, c'est un essai. En fait, Top quiz. Pour faire un lien avec Vince, qui effectivement, on l'a remarqué, plus jeune que nous. En fait, on le remarque pas beaucoup à l'audio. Non, mais avec les anecdotes, évidemment, qui sont forcément moins datées. Encore que c'est pas mal, t'as quand même une connaissance, je vois, qui est quand même... Du coup, le jeu, je pense, va bien fonctionner. Je me suis dit, Le Mans Ultimate, et maintenant la plupart des jeux de course, ne sortent plus en support physique, ils sortent uniquement en support dématérialisé. Donc je me suis dit, je vais faire un petit rappel pour nous, et aussi pour ceux qui nous écoutent, ça peut peut-être leur faire plaisir, de vous replonger dans l'époque où les jeux sortaient avec des supports physiques, donc avec des jaquettes. Et donc, je vais vous lire des arrières de jeux, des jaquettes de jeux, et vous allez devoir deviner de quel jeu je parle. Ok. Pas qu'on te regarde, du coup. Non, mais là, vous voyez pas sur la caméra. Non. Bon, alors, je commence. Êtes-vous prêts? Alors, je vais... évidemment, des fois, il donne le nom du jeu, donc je vais changer, j'adapte, quoi, vous comprenez. On bipera. Ouais. Êtes-vous prêts à entrer dans la légende? Attention, seuls les meilleurs ont inscrit leur nom au palmarès de cette course mythique. Pour y parvenir, vous devez faire preuve de stratégie et de maestria pour pouvoir finir la course. Vous devrez être capable de dompter les voitures les plus puissantes lancées à plus de 350 km/h. Oh, je dirais Henri Pescarolo Challenge. Alors quel jeu ça peut être ça? Non, mais c'est Le Mans 2000 là, sur Dreamcast. Oui, 24 heures du Mans sur Dreamcast, bien sûr. Yes. Un point, bon. Évidemment. Alors on compte les points. Non, on compte pas les points. Non, on compte pas. Alors, attention. Nouveau jeu. Le simulateur de course ultime. Les mecs, déjà, ils ont la prétention. Le simulateur de course ultime. Devenez champion du monde dans toutes les catégories. Oula. 15 disciplines mécaniques. Jusqu'à 21 voitures en piste. À l'époque, c'était un argument. Des environnements variés. Jusqu'à 320 km/h. Jusqu'à 8 joueurs en ligne. Des graphismes réalistes. 33 championnats. 15 disciplines de sport mécanique. Du GT, du rallye, de la course sur glace, du DTM. 36 voitures de légende, de la Ford GT à la Aston Martin Vanquish en passant par la Mitsubishi Evo 7. Wow. 31 circuits, 52 tracés, Hockenheim, Surfer Paradise. La meilleure physique, un moteur physique époustouflant et un rendu ultra réaliste. Vince, tu l'as cité tout à l'heure. Gran Turismo 3 ou 4. Project Cars, non, Vince, tu l'as cité tout à l'heure, ça m'a fait plaisir. Ouais, Tokyo Race Driver. Ouais, Tokyo Race Driver, mais le 2. Ah bah putain, en plus c'est le jeu que j'ai joué. C'est énorme. Mais je me souvenais pas de cette jaquette parce que je l'ai moi aussi ce jeu. Je crois que j'ai jamais lu la jaquette en fait. Alors Tokyo Race Driver, du coup je vous le fais parce que c'est cadeau. Mais Tokyo Race J'ai eu Driver, différentes jaquettes. Hein. Ouais, peut-être oui, mais tu veux dire parce que moi je me souviens de Tokyo Race Driver avec je sais pas, il y a 2 voitures dans la perspective avec justement l'Alfa Romeo. Ouais, c'est ça. Ça c'est Tokyo Race Driver 1. Ah bah j'ai confondu le 1 et le 2. Alors le 1, la jaquette, j'avais les deux. La jaquette, c'est dans un sport où seuls les gagnants ont droit au respect. Prenez le volant d'une voiture hautement performante et placez-vous sur la ligne de départ. Tokyo Race Driver vous apporte de vraies voitures, de vrais circuits et de vraies courses associées à une intrigue prenante. Bouclez votre ceinture et préparez-vous à une expérience qui mettra vos talents de pilote à rude épreuve.
Incroyable. Incroyable. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment intéressant. Moi, ce qui m'a marqué, c'est, comme tu disais tout à l'heure, Vince, c'était le principe de jeu avec l'histoire. Ouais, l'histoire, ouais, carrément. Ça, c'était top, quoi. De créer un lore autour du truc, ouais. Pas seulement faire de la course. Alors que maintenant, ça m'intéresse moins. Alors, je sais pas, peut-être que j'ai moins le temps. Et mais... pourtant, je pense qu'il y a aussi ce côté ludique. Moi, par exemple, dans le mode Ultimate, tu vois, ça m'intéresse absolument pas d'avoir un mode histoire. Ah ouais, je suis d'accord. C'était prévu au départ, par contre. C'était prévu pour le coup. Et du coup, ils sont en train de prévoir un mode carrière, justement. Et ça va apporter quoi? En fait, c'est la pyramide de l'endurance. pour toutes les personnes, soit qui connaissent pas, qui s'initient à l'endurance via les jeux, et aussi qui peuvent venir, par exemple, de la licence F1 qui a le mode carrière, D'accord. et qui n'ont pas forcément des prétentions à jouer en e-sport. On en parlera peut-être un peu plus, mais voilà, le Mans Ultimate a quand même cette volonté-là de ramener les 24 heures du Mans virtuel, donc par conséquent, qui est un jeu uniquement orienté en ligne. T'as quand même un mode solo, mais bon, c'est uniquement pour t'entraîner, on va pas se mentir. Et il y a quand même des personnes qui demandent ça. Okay. Et je pense que voilà, c'est une manière pour eux de pouvoir s'approprier le jeu plutôt que d'avoir un côté e-sport avec des courses que classées, quoi. Et c'est vrai que ça démocratise aussi, j'imagine, l'endurance. Voilà. Bon, exactement. Jeu suivant, messieurs. Ah. Alors, passer à la vitesse supérieure. Alors, ça, c'est un truc qu'ils mettent quasiment tous. Hein. Passer à la vitesse supérieure. Le premier jeu, alors c'est là l'argument, mais je suis pas sûr que vous l'ayez celui-là. Le premier jeu de conduite qui vous permet de vous mesurer à des pilotes dignes de ce nom, dotés de réactions humaines crédibles. Rage, colère, rancune, esprit de compétition. Je l'ai. Prenez votre carrière en main, démarrez en dernière ligne et finissez en tête du championnat au volant d'un puissant prototype. Comment ça s'appelle? Il y avait Sebring dessus, je l'avais acheté justement pour Sebring. C'est pas The Grid? Non, la liste des voitures. C'est un jeu où tu avais des triangles au-dessus des voitures. Oui, exactement. Et ça devenait vert, rouge, orange. J'ai acheté ce jeu, c'était une merde. Non, mais je voulais je l'adore. apprendre Sebring. Oh non, c'était horrible. Comment ça s'appelait? Race? Non. Pilbeam, OCR8, Dom S101. Shift? Need for Speed Shift? Total Immersion Racing. Ah non, j'avais pas. Ah là là, je l'ai acheté. Je l'ai acheté juste parce que je voulais absolument jouer justement sur le circuit de Sebring qui était disponible quasiment nulle part. Exactement. Quand tu veux, hein, je l'ai sur PS, PS2, mais je l'ai Xbox, aussi. On peut quand tu veux, on se le fait. Ah, tu l'as sur plusieurs plateformes. Ah oui, d'accord. Non, moi je l'ai que sur PS2. Bon. Attention, on continue. 100% de réalisme, sensation extrême. Dynamique ultra réaliste, environnement multijoueur hyper performant. Vous sentez les adjectifs un peu, hein, les superlatifs. Ouais. Immersion sonore totale, graphisme époustouflant. Voici la course automobile dont vous avez toujours rêvé. Et alors après, c'est une liste de specs. En gros, il te donne les caractéristiques qu'il faut avoir pour ton jeu. Non, c'est un jeu PC. Il te donne vraiment tout ce qu'il faut avoir. Personnalisez entièrement votre simulation grâce aux options intégrées et son architecture résolument conviviale. Compatibilité extrême avec les extensions tierces externes. C'est un truc improbable. C'est pour vous dire c'est que Richard Burns Rally. Non, ah putain, non. Ça pourrait. C'est un peu le Richard Burns Rally du circuit. C'est pas mal. C'est une bonne idée. GTR. Alors, on n'est pas loin. Ah, c'est encore ça? On n'est pas loin. On l'a cité tout à l'heure. Ah, R-Factor. Ah, je l'ai jamais eu. Ouais. R-Factor. Excellent. Bon, un petit dernier. Genre, il m'en reste deux. Allez, un petit dernier. Victoire assurée. BMW, Porsche, Saline. Certes, ces mots sont synonymes de vitesse, mais comment peut-on en définir les limites exactes? Un seul moyen, les courses en catégorie GT. Achetez, modifiez et paramétrez vos véhicules pour atteindre un niveau de performance optimum. Faites vos preuves au cours des diverses compétitions et montez un à un les échelons des catégories GT. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est pas Gran Turismo parce que t'as... Ouais, y a pas que GT. C'est pas que GT. Celui-là, il est deep, hein. Franchement, celui-là... Ah ouais, là j'ai... Attends, il y a un truc du style... On est sur PlayStation 1. Forza Horizon. On est sur PlayStation 1. Quoi PlayStation 1. Ah ouais, non. Il y avait pas un truc DTM ou BTCCA ou un truc comme ça Non, là c'est full GT. Ça s'appelle Sportscar GT. Je connais pas du tout. Pas. Sportscar GT avec une BM M3, ouais. Une BM M3. Super tourisme, quoi. Bon, allez, un dernier pour le plaisir. Ah, allez. Tu vois, on dit un dernier, puis ouais, en fait, c'est toujours un. Bon, mais là, ça va aller vite, il n'y a pas grand-chose. Parce que là, la moitié de la jaquette, c'est la configuration minimale et la configuration recommandée. C'est un jeu PC. Enfin, il a existé sur d'autres supports, mais c'est vraiment un jeu PC. Et celui-là, je l'ai acheté jour de la sortie. L'expérience de course ultime. Des graphismes et une jouabilité hyper réaliste. Créé et approuvé par les joueurs et les pilotes professionnels. C'est ça le truc clé. Un choix sans précédent de véhicules et de circuits. Bon, là, je pense qu'il s'enflammait un peu. Mais le truc clé, c'est créé et approuvé par des joueurs et des pilotes pros. Forza? Non.
Un jeu qui a une vocation de simulation, mais qui s'est un peu pris les pieds dans le tapis, selon moi, mais... Project Motor Racing. Ouais, ouais, mais un peu plus ancestral. Project Cars. Project Cars. Exactement, Project Cars. Incroyable. Là. Ah ouais. Je l'ai acheté le jour de la sortie parce qu'il communiquait beaucoup sur le fait que genre il y avait Project René Cars Rast était un bon ouais, jeu. Ouais, c'était pas mal, c'était pas mal. C'était pas très immersif. Moi, je l'ai essayé, j'ai pas accroché. C'était une arcade simu plus ortée simu, mais honnêtement, il y avait déjà des côtés. Tu te fais ton setup, tu te fais la météo dynamique, la météo en live. Exactement. La météo en live par rapport au réel, c'est-à-dire que moi, je roulais par exemple sur le Bugatti et tu mettais l'heure du jour et soi-disant, je sais pas si c'était réel, mais il disait qu'il récupérait les données météo en temps réel, et donc tu avais la même météo que en ce moment même sur un circuit. Ça, c'est génial. Ah oui, j'avais entendu ça. C'est vrai que pour l'immersion, c'est pas mal. Bon, je vous fais cadeau de 2-3 que j'avais en plus. Hein. J'avais Grand Prix 3 à côté de moi, mais je vous le... Oh, là, j'aurais un pas de mes jeux préférés. Geoff Grammond. Tu sais que la série Grand Prix, ils vont la ressort d'ailleurs. Ils vont la ressortir, ouais. Ah ouais? Oh, je vais pouvoir rejouer au clavier. Yes. On veut voir ça. Ah ouais, moi aussi, hein. Là franchement j'ai hâte, tu m'aideras hein, Vince, Bah, parce bien que évidemment. j'ai dit que 2026 dans mes résolutions, je sais pas si c'est vraiment des résolutions, mais j'aimerais vraiment streamer de nouveau, donc voilà, et faire des petites vidéos sur YouTube si possible. Donc voilà, je l'annonce dans l'Endurance Club, tu vois. C'est pas encore c'est quoi ton actu, mais bon. Le volant, mon volant est chaud, hein. Moi je suis partant pour être ton wingman, hein, parce que moi j'ai le T300, je suis parti. Hein. Trop bien. Bon bah écoute, parce que ça m'a donné envie, hein, les 24 heures virtuelles, je peux te dire, Vince. C'était le but. C'était top, c'était vraiment trop bien. Le mot Ultimate, on entre dans le vif du sujet parce qu'on va aborder la dernière partie de notre épisode 90, donc, dans cette belle année 2026. On a un créateur de contenu spécialisé dans l'endurance, fan de Porsche et également qui stream combien 3 fois par semaine 4 fois par semaine. 4 fois par semaine. Ah ouais. Exactement. Et donc tu streams maintenant sur le mot Ultimate. Comment est venue cette hype? Parce que le jeu est sorti quoi cette année? L'année dernière. L'année dernière déjà. L'année dernière officiellement, je crois en avril si mes souvenirs sont bons. Donc avril 2025. Exactement. Et avec une possibilité d'avoir des DLC ou en tout cas des évolutions. C'est ça. En fait, le jeu prenait base de R Factor 2. Ouais. Donc au début, on disait littéralement que c'était un R Factor 2 rebrandé Le Mans. C'est un DLC de R Factor. C'est ni plus ni moins que ça. Et en fait, le jeu a réussi à dépasser les attentes vis-à-vis de R Factor 2 parce qu'il y avait beaucoup de critiques concernant R Factor 2, que ce soit son multijoueur comme ses menus qui étaient assez incompréhensibles. Et le Mans Ultimate est venu d'abord pallier ça dans un premier temps. Alors le jeu a eu beaucoup de déboires au tout début dès sa sortie parce que comme tu disais Geoffroy tout à l'heure, le jeu était pas terminé. En fait, il a atteint sa version 1 l'été dernier, si tu veux. Donc c'était assez court, on va dire, comme sortie. Ouais. Et par conséquent, c'était... Enfin non, qu'est-ce que je raconte? Il a... Il est sorti en 24. Oui, pas sorti en 24, je pense. Il est sorti en 24. J'ai un early access, je me l'étais noté le 20 février 2024. Oui, non, mais autant pour moi. Oui, non, c'est pour ça parce que oui, non, c'est ça. Ça va faire 2 ans entre guillemets. Donc oui, c'est que le temps passe vite. Oui, mais il y a une hype depuis 2025. Mais il y a une hype depuis 2025 parce que en fait le jeu a pris au fur et à mesure, c'est-à-dire que ça s'est monté petit à petit. Il est sorti en 2024 au moment où la pluie est arrivée sur iRacing. Ah oui. On le rappelle. Parce que c'est depuis le temps qu'iRacing est sorti, la pluie est arrivée. Alors, c'est le meilleur modèle de pluie qu'il y a en sim racing aujourd'hui. Et meilleur modèle de pneus, je crois, iRacing, non? Ah, maintenant, ça se joue avec le Mans Ultimate quand même, hein, beaucoup. Il y a justement, c'est beaucoup un argument aussi le tire model dorénavant, ce qu'on appelle le tire model. Mais il y avait également Assetto Corsa Competizione qui était toujours dans la bataille, qui n'est plus aujourd'hui, avec la sortie du DLC de la Nordschleife. De la grande boucle nord de la Nordschleife sur Assetto Corsa Competizione, qui est toujours à l'heure actuelle détrônée par Assetto Corsa Evo, mais qui a été la version la plus récente de la Nordschleife disponible en sim racing. Et donc voilà, il a un petit peu souffert de ça au début, d'autant plus avec de nombreux bugs et un manque d'optimisation clair lors de sa sortie. Mais au fur et à mesure, il a pris de plus en plus en essor. Il est arrivé au moment de la fin des GTE également, donc il a joué aussi sur cette vibe passion, si je puis dire. Et puis l'essor de l'endurance, de l'arrivée de nombreux constructeurs qui font que la hype est montée. Et puis le jeu s'est beaucoup étoffé également en termes de contenu. Comme tu disais, les DLC, là cette année, ils ont rajouté par exemple le LMS, le championnat ELMS, qui est un sérieux ajout sur le jeu, que ce soit les LMP2 spec ELMS, les LMP3 également.
Et puis les ajouts des livrées les plus récentes, les voitures les plus récentes ajoutées. Ils ont ajouté la catégorie GT3 également. Donc ça a permis de faire un parallèle avec ACC. Parce qu'au début, t'avais quoi? T'avais que les hypercars? Il y avait GTE, LMP2 et Hypercar. Et tu les retrouves toujours les GTE ou pas? Oui, elles sont toujours disponibles dans le jeu. Il y a toujours des courses parfois disponibles avec. Évidemment, les GT3 ont pris le pas. Les LM GT3 ont pris le pas sur les GTE, mais ça arrive que voilà, il y ait toujours parfois des GTE qui soient disponibles en course. Et en fait, voilà, le jeu s'est vraiment étoffé autour de ça, à ajouter les nouvelles voitures, comme par exemple la BMW M Hybrid V8. La Ginetta aussi en LMP3. Ils ont ajouté la Ginetta en LMP3 en effet, la Ligier également donc récemment dans les derniers DLC. Le prochain DLC, ça va être le circuit de Barcelone avec la Ducane en LMP3. T'as combien de circuits? Je voulais te poser la question. En fait, il y a tous les circuits du WEC. Donc de la saison en l'occurrence 2024-2025. Portimao par exemple est présent. Okay. Et ils ont ajouté là en l'occurrence Silverstone, le circuit Paul Ricard, et il va être ajouté également Barcelone. Donc se pose la question par la suite de qu'est-ce qui va être ajouté, puisque la LMS fait partie de la licence ACO FIA également. On en parle dans l'Endurance Club de l'Asian Le Mans Series. Exactement, et que je crois que ça a fait record d'audience en plus cette année, la LMS, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ça a bien marché, ouais. Voilà, et puisque c'est détenu par la CO, il est tout à fait possible, fort probable même que ça soit ajouté dans le jeu. Ouais, donc ça permettrait mal, ouais. d'ajouter les circuits de Sepang, de Dubaï et d'Abu Dhabi, ainsi que d'ajouter certaines voitures, si je dis pas de bêtises, mais je crois que la R8 n'est plus en ALMS, si je dis pas de bêtises. Mais bref, en tout cas, ça permet d'ajouter du contenu supplémentaire. Parce que le problème à la sortie du jeu, c'était aussi le nombre de circuits. Évidemment, on n'est pas sur une licence qui est aussi étoffée en nombre de circuits que le SRO, par exemple, sur Assetto Corsa Competizione. Et ça a été l'une de ses critiques également, c'était le manque de variété. Donc le fait d'ajouter des licences comme le LMS a été hyper pertinent pour le Mans Ultimate, ce qui fait que ça a pris vraiment en hype autour de ça, et que également en termes de simulation, ça s'est beaucoup plus approfondi. Le système de la GT par exemple est radicalement différent d'Assetto Corsa Competizione. Quand tu déclenches l'ABS, tu le sens sérieusement dans ton volant, ça te crée du sous-virage, et tu sens les vibrations causées par l'ABS, tandis que sur Assetto Corsa Competizione, tu n'as pas ça. Ah ouais. Donc, il y a vraiment cet aspect-là qui a été poussé au maximum. Et puis, les courses, également, le fait de commencer à pouvoir faire des courses communautaires. Comme iRacing, en fait. Comme iRacing, exactement. Donc, le fait de pouvoir faire nos propres courses communautaires sur une durée qu'on veut, ça a donné beaucoup plus d'intérêt aux gens de venir également faire ses propres courses. On l'a fait toi et moi avec les Cosa Event. Exactement, tu as organisé deux courses, 2 soirées Cosa Event. Quoi. Exactement, avec toi, commenter avec toi sur la course et inviter la communauté à participer. Donc ça fédère beaucoup plus, évidemment. Et puis en termes de simulation, en termes de physique, LMU se démarque beaucoup plus que Assetto Corsa Competizione et fait face à iRacing. Vis-à-vis des hypercars, des LMP2, qui sont les éléments sur lesquels on peut les comparer directement à iRacing, on a vu tout de suite un écart, c'est-à-dire que iRacing, c'était l'époque avant qu'ils refassent le tire model, pardon. C'était l'époque où les hypercars, tu tournais 10 secondes plus rapide que le temps IRL. Oui. Parce que les pneus étaient tout de suite, instantanément dans la plage, chaud, et qu'il y avait une méta vis-à-vis des pneus, alors que LMU, tu avais vraiment ce système de chauffe de pneus, tu avais ce système de dégradation qui était beaucoup plus poussé. On disait souvent sur iRacing que les pneus étaient en carton, c'est pour une raison. Et même vis-à-vis des GT3 également. Donc ça a fait que LMU a beaucoup pris de crédibilité vis-à-vis de ça, d'autant plus avec le fait qu'il se soit stabilisé, qu'on peut commencer à faire des courses beaucoup plus longues, le fait que les swaps, le fait de changer de pilote également en ligne soit arrivé l'été dernier, chose qu'on attend quand même d'un jeu d'endurance, ouais, tout à fait. Mais ils ont mis la carte sur le fait de dire voilà, c'est un jeu qui est en évolution, on propose pas un produit fini volontairement parce qu'il y a un moment où LMU a tout simplement aurait pu s'arrêter là en fait. Et puis sinon il sort jamais. Alors il aurait très bien pu ne jamais sortir, mais c'est surtout en fait le studio était dans une crise financière grave et que ses jours étaient comptés, et c'est pour ça qu'ils ont sorti les DLC et que c'était pour les aider à survivre financièrement en fait. Wow. C'est Motorsport Game qui est derrière tout ça, et ils ont quand même fait un paquet de bouse, on va pas se mentir. Hein. Mais le développeur, c'est Studio 397, je crois. Ouais, Studio mais les 397 soutenu par Motorsport Games. Ouais, voilà, au niveau des droits, etc. Enfin, ils ont eu une période où quand même ils ont été pas ouf, mais là, moi j'étais longtemps inquiet pour le jeu, en me disant, vu comment l'action Motorsport Game avait chuté, et
peu d'implication. Enfin, les méthodes, je suis pas fan des méthodes de cette boîte-là, pour être clair, pour pas trop m'étendre. Mais je pense que là, ça y est, ils en sont sortis, je pense, de cette. Enfin, en tout cas, je sens qu'il y a un vrai truc qui a pris. En fait, ça se voyait. Tu sais, ça se mesure avec des métriques. Enfin, Vince, tu connais ça par cœur, mais ça se mesure avec des métriques très simples. Le nombre de joueurs qui y jouent, par exemple, à un instant T, le nombre de joueurs sur Twitch, le nombre. Maintenant, c'est pas le nombre de personnes qui le mettent en wishlist, mais les DLC, combien de personnes. Enfin, bon, tout l'intérêt qu'il y a autour de ton produit, tu peux le mesurer. Et maintenant, j'ai l'impression que ça s'est développé. Aussi... Ouais, et t'as des streamers mainstream en fait. Ouais, aussi, bien sûr. Qui le stream. Enfin, tu vois, je pensais, on en parlait avant l'émission, mais à Hydro qui fait des streams sur LMU, ça peut aider aussi, quoi. Ouais, ça apporte. Mais parce qu'il y a un attrait vis-à-vis de ça. Hydro faisait déjà, par exemple, il avait fait les 24 heures du Mans sur iRacing également. Ouais. Donc, il y a toujours cet attrait-là vis-à-vis de l'endurance, en fait. Et le fait que l'endurance soit dans un âge d'or, IRL, je parle, donne évidemment le vent en poupe au sim racing. Parce que du coup, les gens ont envie également d'y participer d'une certaine manière. Quoi. Est-ce que les deux se nourrissent pas ? Parce que j'allais dire, même s'il y a un essoufflement dans la vraie vie, peut-être dans 2, 3, 4 ans, j'en sais rien, je l'espère pas, est-ce que grâce au sim racing, tu vois, ça peut peut-être aussi toujours donner un... Moi, j'ai des personnes de ma communauté qui me disent, bah voilà, grâce à toi, je me suis mis à Le Mans Ultimate, j'aurais jamais pensé, mais le fait de jouer à Le Mans Ultimate m'a donné envie de regarder l'endurance, et dorénavant, je regarde les 24 heures du Mans, j'ai même regardé l'Asian Le Mans Series cet hiver. Donc, le sim racing est devenu une vraie porte d'entrée en fait à la course automobile. Au-delà de, c'est plus dorénavant comme à l'époque où tu regardais la course automobile, donc tu joues aux jeux vidéo. Maintenant, tu joues aux jeux vidéo et tu regardes la course. C'est une nouvelle porte d'entrée. C'est marrant parce que j'avais eu ça. Je fréquentais pas mal les lives de Rafiz, il existe Rafiz, c'est déjà temps, je tente des vous avez gagné ensemble. Ouais, tout à fait. Maintenant, il a fait une pause, il fait une Mika Hakkinen de Twitch, mais oui, tout à fait. Je fréquentais ses lives et à un moment, je posais une question dans le chat, je demandais, parce que ça parlait beaucoup de GT3, il jouait sur Assetto Corsa, je crois, à Competition à un moment, et j'avais posé une question, genre, il parlait des 24 heures de Spa, machin et tout, et je dis, mais parmi vous, est-ce qu'il y en a qui y vont ? Et en fait, j'étais surpris du nombre de, peut-être 70-80% des viewers, et même lui, n'avait jamais été sur une course de GT3 en vrai. Tu vois, et comme tu dis, c'est marrant parce que nous, avec Anthony, on est un peu de l'inverse. Enfin, moi, je vais au Mans depuis 96, donc je suis un peu hors catégorie. Mais je vais sur des courses tous les ans. J'ai fait les 24 heures de Spa, Nürburgring, etc. Mais là, j'étais surpris de ces joueurs qui ils ont pas 20 ans, tu vois, 25, 30 ans, 35 ans, et qui me disent, bah non, je suis jamais allé sur une course. Mais les gars, il y a des courses au Ricard, il y a des courses Spa, c'est pas très loin. Quand t'habites en France, Spa-Francorchamps, ça reste quand même un peu abordable, quoi. Et en fait, j'étais vraiment surpris. Il y avait peu de liens, et peut-être que là, c'est en train de se développer. Justement, le lien entre justement, moi, je le vois depuis que j'ai commencé les streams, de plus en plus de monde. Par exemple, l'année dernière, aux 24 heures de Spa, je suis dans la tribune du Rédillon, j'ai 5 viewers autour de moi. Excellent. C'est la première fois que j'ai ça. Ah ouais. Mais parce que justement, j'ai des personnes qui, de par l'attrait de la course, et le fait aussi que tu aies des courses comme les 24 heures de Spa qui soient accessibles en termes de prix, décident d'aller voir la course et de le voir de leurs propres yeux, en fait. Oui, parce que, faut quand même le préciser, je sais qu'on est entre passionnés dans l'Endurance Club, mais quand tu te déplaces sur une épreuve, il n'y a pas que le prix du billet, quoi. Il faut aussi se nourrir, il faut aussi se loger, et il faut donc faire la route. Peut-être aussi qu'entre viewers, je sais pas si tu as eu des retours comme ça, mais on peut s'organiser pour faire des... Ah, mais moi, j'ai des personnes qui, sur mon Discord également, des fois, j'ai fait des salons expressément pour les 24 heures du Mans ou pour les 24 heures de Spa, pour que les personnes cèdent. Par exemple, je sais pas, il y avait un viewer qui demandait ok, c'est où les passages souterrains pour passer de l'autre côté du circuit, aller dans les paddocks de Spa, etc. C'est un autre viewer qui lui a répondu et du coup ça s'entraide. Et c'est ça qui est beau avec la communauté, c'est que certes, on va dire qu'en tant que créateur, tu peux être la figure de proue ou la tête d'affiche, mais derrière, tu as évidemment des relations qui se créent dans la communauté. Et ça peut donner des moments où voilà, tu as des personnes qui vont se prendre un Airbnb sur un circuit, ils ne se sont connus jamais en vrai et peuvent avoir joué ensemble éventuellement, et puis se créer des amitiés comme ça. Et c'est ça qui est génial même avec l'endurance de manière globale, c'est tu partages une passion qui est commune, mais même si tu t'es jamais rencontré en vrai, il y a déjà un atome crochu quelque part en fait. C'est génial ça, c'est vrai que c'est le lien, on parle des réseaux sociaux, mais voilà, c'est vrai que les streams peuvent aussi aider. Moi je voulais te demander si le système de notation était bien fait, assez poussé, est-ce que ça évite les comportements soit rageux, soit dans le Mans Ultimate ? Ouais. Alors pour préciser, du coup le Mans Ultimate reprend un petit peu comme la notation sur iRacing avec du coup une note pilote de performance. Sur iRacing on l'appelle
le iRating, l'IR, et sur LMU, on l'appelle le DR, Driver Rating. Et puis, il y a également la note de sécurité, le SR. Comme dans Assetto Corsa Competition. Comme dans Assetto Corsa Competition, également dans iRacing. Voilà, ça permet en fait d'avoir une double notation qui permet à peu près de cerner le comportement du pilote. Tu peux avoir un pilote qui soit pas très bon, j'allais dire, en termes de temps autour, par contre ultra safe, quoi. Exactement. C'est souvent comme ça que ça commence d'ailleurs. Enfin, souvent tu soignes ton safety rating avant d'essayer de gagner des courses. Hein. C'est vrai. C'est exactement ça. En fait, dans les jeux tels que iRacing, tels que le Ultimate, tu vas pouvoir débloquer des niveaux de course selon ton niveau de sécurité. Donc en fait, tu viens d'abord favoriser ton niveau de sécurité pour accéder à plus de courses. Parce qu'on sait très bien, les premières courses, au tout début, tu peux tomber avec des personnes qui n'ont jamais joué à un jeu de simulation, ou soit qui découvrent la licence. Et donc imprévisibles. Et qui par conséquent peuvent être plus susceptibles de faire des erreurs. Et à savoir que ces jeux de simulation, en l'occurrence, iRacing comme le Ultimate, vont comptabiliser le moindre contact, que tu sois fautif ou non. Donc si t'es victime également, c'est comptabilisé. Bah ouais, tu vois, c'est ça qui m'a frustré sur iRacing. Il y a des fois où je me faisais sortir, j'y suis pour rien, et j'ai quand même un 4X à l'époque. Parce que le moindre contact est sanctionné, que tu sois victime ou non. Alors après, t'as les systèmes de report. Ouais, mais alors est-ce qu'il te l'enlève? Parce que sur iRacing, c'est impossible. J'ai peur que non. Et ouais, c'est ça. Des fois, en fait, c'est justement pour ça. C'est ce que je conseille toujours à ma communauté quand ils me disent ouais, mais c'est chiant avec les personnes qui savent pas rouler ou qui font de la merde, etc. Je leur dis mais dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est que vous vous entraînez un maximum. Vous vous entraînez sur la piste, vous vous entraînez avec votre voiture. Le fait de connaître la piste, le fait de connaître votre pilotage, vous connaissez votre limite. Et vous allez pouvoir encore mieux anticiper les comportements de personnes qui, eux, ne connaissent pas. Et si, par exemple, ils vont attaquer à l'intérieur, je sais pas, à Arnage ou dans les esports, tu te dis, ok, là, je sais que ça passe pas parce que je me suis entraîné, je sais que la voiture, ça passe pas, donc j'anticipe et je me mets sur le côté ou je laisse faire sa connerie. Mais c'est vraiment éviter le contact au maximum qui paye au début. Et après, le fait de pouvoir débloquer des courses en silver, enfin sur le Ultimate, c'est bronze, silver, gold, puis je vais y arriver, puis platinum, avec à chaque fois 3 niveaux dans chacune de ces classes. Et donc le fait de débloquer les courses silver puis gold permettent de faire ces courses-là, où il y a par conséquent plus de pilotes expérimentés. Pas forcément bons, mais à minima plus expérimentés. Okay, ouais. Et donc, les notations sont importantes parce que ça permet de pouvoir ensuite régler les splits, comme on expliquait tout à l'heure. Et là, par exemple, le Ultimate a ajouté une feature qui est assez intéressante, c'est les systèmes de badge. C'est-à-dire qu'en plus de la note pilote, tu peux savoir avec un système de badge graphique si un pilote est respectueux ou non, s'il est impliqué dans des accidents régulièrement ou non. Donc en fait, à côté de son pseudo, quand tu es dans la session, tu vas voir un badge de forme carrée, enfin de losange, avec soit un point d'exclamation pour dire attention, ce pilote a été inclus dans de nombreux accidents. Toi, tu le vois sur le classement, en fait, c'est ça? Exactement. Quand tu rentres dans la session, tu vois tout de suite dans le classement et même quand tu roules. Okay. Également dans ce qu'on appelle le relatif sur les pilotes autour de toi. Ça permet de savoir si un pilote est bon ou non. Donc tu as ce losange avec un point d'exclamation dans un fond orange. Tu as le pouce bleu pour dire ok, lui, voilà, il est bon. Tu as la croix jaune pour dire bon, bah lui, il est récent sur le Ultimate, donc on ne peut pas quantifier son niveau. Tu as le diamant, comme je suis, pour dire bah voilà, c'est un membre qui roule très souvent sur le Ultimate et qui est safe. Et puis, tu as ceux qui sont bannis et sortis de ban. De manière à ce que tu saches s'ils ont été bannis ou non. Donc après... Attends, tu peux rouler avec des gens qui sont bannis? J'ai pas compris ça. Bah, par exemple, s'ils viennent tout juste de sortir de ban, tu as l'information. Ok. Attends, ça veut dire que même si tu payes le jeu, tu peux plus rouler en multijoueur. Alors attention, le Ultimate n'est pas... Tu peux en effet être banni et tu ne peux pas rouler en multijoueur pendant une certaine période. Mais c'est pas comme iRacing où tu payes un abonnement et où tu dois avoir la condition d'être abonné pour jouer. C'est-à-dire que le Ultimate propose une formule d'abonnement, éventuellement, pour faire des championnats que le Ultimate propose. Mais ça n'est pas une condition pour rouler. Tandis que iRacing, tu es obligé d'avoir ton abonnement, ne serait-ce que pour voir ton compte. Et donc, ils peuvent pas te bannir? Si, ils peuvent te bannir quand même. Ils peuvent te bannir quand même. Et oui, c'est tout le truc. Et c'est pour ça que il y a toute une modération, une direction de course, si je puis dire, faite par le Ultimate, où selon la gravité de l'action, tu peux avoir des sanctions qui peuvent être appliquées, une baisse de notation par exemple,
ou carrément être banni éventuellement, parfois sur un mois, voire plusieurs éventuellement si tu récidives et si tu fais particulièrement des grosses conneries. Ouais. Ah ouais, super intéressant. T'as une dernière petite question, Geoffroy, Non, à ce sujet non, j'écoutais religieusement. Moi, j'y ai joué dès le premier jour et j'avoue que c'est un truc que j'attendais depuis longtemps parce qu'on parlait des jeux vidéo 24 heures du Mans. Il n'y en a pas eu après, en fait, depuis ces fameux jeux Dreamcast et PlayStation 2. Donc, moi, c'est un truc que j'attendais depuis longtemps. Après, bah voilà, l'âge faisant, je suis pas un joueur assidu. Moi, je suis le casu. Donc, ouais, pour moi, c'est chaud. En fait, je sens que le jeu prend la bonne direction. Mais je suis pas sûr qu'ils prennent la bonne direction pour les casus, quoi. Malheureusement. Je sens qu'il faut de l'implication, quoi. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que moi, personnellement, c'est venant de F1, je comprends l'aspect. C'est difficile de passer d'un jeu de F1 où littéralement c'est tu joues avec tes potes, tu fais tes courses avec tes potes, rail, etc. Ouais. Et après, tu passes sur le mode Ultimate où là, c'est beaucoup plus technique. Tu as d'ailleurs, tiens, j'y pense, les aides au pilotage parce que tu parles de Formule 1, tu peux mettre les flèches au sol, etc. Est-ce que tu peux dans le mode Ultimate? Tu peux dans le mode Ultimate, mais il faut savoir que chaque aide que tu rajoutes au pilotage, tu rajoutes du ballast à ta voiture. Non. Ah, énorme. Ah ouais. Oui. Ça rajoute génial, ça. du ballast à ta voiture. Donc, La BOP. Exactement, ça te fait ta BOP. BOP qui d'ailleurs est présente dans le mode Ultimate. Donc attends, ça veut dire que ça s'adapte selon ce qui s'est passé en vrai sur l'édition de l'année ou pas? Non. Ils essayent un petit peu, mais dans le sens où en fait, évidemment, on essaye de mettre un pied d'égalité, enfin d'équité, comme le veut la BOP. Bien sûr. Mais tu auras toujours, selon les transferts de masse, selon les performances de la voiture et selon l'énergie virtuelle, par exemple, si on prend les hypercars, des voitures qui vont être plus ou moins performantes selon les circuits. Et malheureusement, il peut y avoir des couacs. C'est-à-dire que l'année dernière, je me souviens, pendant 6 mois, tu avais la Ferrari 499P, donc l'hypercar, qui était dominante sur tous les circuits. Donc, en course, en ligne, ça devenait un Ferrari Challenge en hypercar. Et tout le monde prenait l'hypercar parce qu'il savait que c'était la meilleure voiture. Moi, étant en Porsche, c'était des moments très difficiles. Ouais, donc t'avais aucune chance, quoi. Et j'ai toujours gardé la Porsche parce que c'est la voiture que je préfère, parce que c'est la voiture avec laquelle j'ai le meilleur feeling également. Donc, à chaque mise à jour, le jeu essaie de rétablir une BOP qui est cohérente et d'éviter véritablement les dominations. Mais est-ce que ça veut dire que c'est quand même relativement bien fait? C'est plus facile, je pense, de faire une BOP dans un jeu qu'en vrai. Donc, est-ce que quand tu prends une Peugeot, quand tu prends une BM ou une Aston, t'as quand même des chances de jouer la victoire ou pas? T'as quand même des chances de jouer la victoire. Alors, ce qui est étonnant, c'est que parfois, c'est des voitures avec lesquelles tu ne t'attends absolument pas à ce qu'elles soient là. C'est-à-dire, je prends un exemple tout con, mais quand le Brésil est sorti, l'Isota était très performante, alors que l'Isota n'est plus présente. Ah, ok. Ah, tu peux jouer avec des voitures qui y ont été, mais. Tout à fait, comme les GTE, t'as la Glickenhaus, t'as l'Isota, t'as la Van Wall également. Bon, la Van Wall, évidemment, c'est une LMP2, hein, on va le dire, et même je pense que les LMP2 et LMS sont plus performantes que la Van Wall. Oh mince. Mais, attends, ils vont revenir normalement. Mais oui, peut-être en Asian, mais du coup, voilà, tu peux rouler encore avec ces voitures-là. Et selon en fait les circuits, faut savoir que les constructeurs, certains constructeurs, parce que par exemple, il me semble que Porsche, jusqu'à très récemment, n'avaient pas donné les datas, mais normalement, les constructeurs donnaient les datas de leur voiture pour le jeu. Donc, pour le fait d'avoir véritablement un maximum de données pour rendre les voitures le plus réaliste possible. Waouh, ouais, mais ça, c'est à double tranchant, parce que quand les constructeurs te donnent l'information au studio... C'est un risque. Toi, quand t'es joueur, tu peux aussi voir, sauf que les autres constructeurs, ils peuvent aussi voir. Exactement. Et c'est pour ça que des constructeurs comme Porsche n'avaient pas donné tout de suite, en tout cas les données de leur voiture. Ensuite, il faut savoir que là, il y a l'année dernière l'Aston Martin Hypercar qui est sorti, qui était disponible. Étonnamment, même s'ils ils sont revenus sur la fin de saison, c'était une voiture qui était très performante tout de suite sur Le Mans, justement, qui avait une vitesse de pointe fulgurante. Comparée aux autres, donc elle était très régulièrement prise. C'est pas illogique, hein? Non. Voilà. Et là, on sait déjà que la Genesis est déjà laser scannée pour le jeu. Et que les prochaines sorties telles que la Ford et la McLaren, il me semble, seront quand ils le permettent. Ils vont rattraper le retard un peu, quoi. Ils vont rattraper le décalage qu'ils ont toujours eu, c'est bien ça. Exactement. Donc, mais je vois pas trop de Toyota, alors c'est peut-être moi qui me trompe, mais il y en a beaucoup. Toyota était très présent au début du jeu, justement, parce qu'ils ont toujours été là depuis le début. Donc il y a des circuits, par exemple, sur Fuji, où il me semble que la Toyota est toujours très performante. D'accord. Mais ça dépend, ça fait partie des voitures que je trouve assez safe à piloter. Dans mon style de pilotage, j'aime beaucoup piloter au pédalier et je la trouve assez safe.
là où la Porsche justement permet plus, comme toujours, hein, de jouer avec le frein. Et c'est vrai qu'elle a un petit peu disparu, mais là par exemple parmi les revenantes, on voit beaucoup BMW et Cadillac revenir, alors qu'il fut un temps où la BMW était complètement tombée dans les oublis. C'est dingue. Donc par la BOP également, le jeu peut influer sur quelle voiture va être plus présente ou non, et lesquelles vont revenir d'entre les morts, si je puis dire. Waouh, intéressant. On pourrait parler encore des heures, hein, Geoffroy et Vince. Et c'est la même en GT. Et c'est la même en GT. C'est vrai qu'on s'est pas intéressé au GT alors qu'on dit dans l'Endurance Club qu'on parle de tout. Les GT, ça va, il y a une voiture plutôt dominante. Par exemple, la semaine dernière, on a fait les 6 heures de Monza avec Iwax et c'était une McLaren Cup en GT. Ouais. C'était que la McLaren qui était performante. Comment tu t'en rends compte? Comment les joueurs s'en rendent compte? C'est sur les chronos qui sont en ligne? Exactement. En fait, c'est sur les chronos et puis il y a aussi, on va dire, ce qu'on appelle la méta. Pareil, on parlait d'iRacing tout à l'heure, très souvent c'était la BMW qui était méta, la M3. Et voilà, selon les circuits, les dernières mises à jour ont vraiment mis l'accent sur les voitures à moteur arrière. Avec la sortie du circuit Paul Ricard, c'était les Porsche en particulier qui étaient particulièrement performantes, alors que lors de la sortie du pack GT3, les Porsche étaient excellemment performantes. Elles étaient 1 seconde plus rapides que toutes les autres GT. Et donc le jeu, ce qu'on appelle les a nerf, donc les a réduites, pour éviter justement cette domination-là. Donc la Porsche était un petit peu retombée dans le paquet. Et là, elle a repris un essor complet. Toutes les voitures à moteur central arrière ont repris un essor complet. Et ça bouge beaucoup, en fait, selon les mises à jour et selon les circuits également. Et donc, en effet, selon les meilleurs joueurs qui vont rouler, on va voir, par exemple, on voit très souvent dans l'MP2 Sacha Lehmann être en top des classements. Du coup, pareil en GT, on va prendre, ok, le premier, il a utilisé telle voiture. Bon, je vais essayer telle voiture. D'accord. Vu que le premier a utilisé celle-ci, c'est qu'elle doit être bonne. Et donc, on essaye par conséquent, quoi. Pas mal. Ok. Eh ben, on te réinvitera, Vince, parce qu'on a appris plein de choses et c'était super Avec intéressant. Avec grand plaisir. Merci à vous. On a essayé d'être complet. On va passer à quoi ton actu, je pars dans si tu veux 4 bien. minutes. Ouais. Si. Rapide. Si. Je dois vraiment partir. C'est quoi mon actu? Pas grand chose. Non, je prépare rétro. J'ai relancé un peu Endurance Mag. Grosse ambition cette année d'être beaucoup plus au suivi de l'actualité et de tout ce qui se passe dans la planète Endurance, pas seulement les courses modernes, mais aussi les courses anciennes, tout ce qui gravite autour. Donc voilà, j'ai remis mouter un peu le site et du coup ça va m'occuper tout le mois de janvier. Pas mal du tout, effectivement. Et toi, Vince, alors du coup, tu streams quand? Parce que on enregistre en fin de semaine, mais on est diffusé dans la semaine du 12-13 janvier. Donc, Bien sûr, je stream régulièrement, donc les mardis, jeudis, samedi et dimanche, de 20h30 en général jusqu'à minuit, sur le Ultimate ces derniers temps. Et là, le projet 2026, c'est de me lancer en e-sport, donc de participer à ce qui s'appelle les Virtual Motorsport Series. C'est une structure en fait qui fait des courses e-sport sur le Ultimate. Et donc j'ai réussi à me qualifier dans la partie bronze pour une première. Donc c'est l'objectif là, c'est de me lancer en e-sport et d'essayer véritablement l'aspect compétitif sur le jeu. Pas mal du tout, effectivement. Ça c'est un bon programme. Moi, je vais faire plutôt des sports d'hiver à la fin de la semaine. Qu'est-ce que je commande déjà? Je crois que c'est du saut à ski, me semble-t-il. Je dois faire du snowboard cross aussi. Et puis, je vais commencer ma tournée des soirées du film officiel des 24 heures. Donc là, j'ai l'occasion d'aller rencontrer des auditeurs de l'Endurance Club, mais aussi des membres du club ACO pour faire plein de belles choses. Donc, peut-être je viendrai te voir alors à ce moment-là. J'espère bien. Il y a des soirées en région parisienne, il y a des soirées évidemment dans le Grand Ouest. Donc voilà, ça sera la première, ça sera aux alentours de Nantes, c'est à Savenay. Et voilà, ce sera le 18 janvier prochain, donc voilà, ce dimanche, pour que voilà, on lance officiellement cette tournée. Excellent, génial. Donc voilà un petit peu. Je te propose, avant d'évoquer la top question, de te libérer, mon cher Geoffroy. Allez, voilà, c'est tu cool. as un timing Ta top question, je la connais, tu la poseras. Vous pourrez trouver la réponse sur Endurance Mag. Enfin, tu feras la promo, mais. Ouais, voilà, je m'en occuperai. Bon, et c'est la première fois que tu finis pas un épisode. Non, mais là, je suis attendu, donc je dois bouger. C'est ça mon actu, tu vois, c'est que je bouge dans tous les sens. Ça n'arrête pas. Merci Geoffroy, en tout cas, c'était un épisode merci Vince, merci Anthony. Très sympathique. Franchement top, je suis content parce que j'ai placé mes anecdotes. J'ai placé, tu sais, comme si je les avais préparées à l'avance. Bravo. J'ai placé mes anecdotes, mais j'en ai appris pas mal. C'était hyper intéressant là, entre l'historique des jeux liés au Mans et toute ta partie plus Vince sur le Mans Ultimate. Avec mon regard un peu distant et où je suis pas joueur, ça me redonne envie de m'y mettre, tu vois. Objectif réussi, alors merci beaucoup. On va streamer ensemble. Bon allez, je vous laisse, ciao, merci en tout cas.
Allez, Merci beaucoup, Geoffroy. à très vite. À la semaine Et prochaine. bien sûr. Bon, on va passer à la top question parce que Geoffroy n'est certes plus là, mais il y aura encore les petits jingles, etc. Donc la top question, eh ben, Vince, c'est un moment où justement on peut tester la connaissance Très bien. de nos auditeurs sur l'endurance en règle générale. Et la question était, comme je vais donner la réponse, je peux même te solliciter, elle n'est pas facile. C'est en lien avec l'Asian Le Mans Series. Ok. J'évoquais les équipages familiaux qui ont soit été champions, soit ont gagné des courses en Asian Le Mans Series. Ok. Depuis donc 2009, on va dire. Ouais. Est-ce que tu as une petite idée de famille comme ça qui te viennent à l'esprit? Je réfléchis. Je pense peut-être Christensen éventuellement, parce qu'il y a Tom et son frère, si je me souviens bien. Alors, c'est pas son frère, c'est son neveu, je crois C'est que son neveu Oscar. C'est Oscar. Christensen, qui roule. Non, c'est pas loin, il y a une famille danoise qui Une famille fait partie de ça. danoise. Parce Ouais. que là, j'allais partir éventuellement sur les Fittipaldi. J'ai un doute s'ils n'avaient pas participé aussi. Et ouais, mais ils ont pas gagné. Ah, mais j'étais dans le vrai. Il y a un des Fittipaldi qui a participé. Bon, mince. Magnussen? C'est Non la famille Simonsen. Donc en fait, il y a 3 familles Ok. qui ont été championnes. Donc il y a Alfred et Robert Rennauer en 2021 qui ont D'accord. gagné leur catégorie en GT. Il y a Benny Simonsen qui a gagné la catégorie GT Cup Ok. en 2018-2019 et le regretté Alan Simonsen qui a été champion en 2009, lui. Donc ils n'ont pas été champions dans la même voiture, mais la Ok. famille a été championne. Et on a la famille Bell avec Rob Bell qui a été champion en 2015-16 en GT et Matt Bell qui a été champion en LMP2 en 2022. Les 2 Ça, frères ça- Bell. Ok, Donc tu très as les bien. 3 familles qui ont été championnes. Des victoires, il y en a eu pour la famille Rennauer, hein, évidemment, ensemble, en duo. Et les participations, je peux en citer quelques-unes. Donc moi j'attendais 3 comme réponse. Des équipages familiaux qui ont été victorieux au général. Mhm. Parce que c'était plus facile aussi pour vous, mesdames et messieurs, de les retrouver. Parce que retrouver toutes les victoires dans les compétitions d'Asian Le Mans Series, c'est pas simple à trouver. Ouais, c'est Parce clair. qu'il y a peu finalement d'archives avant 2020, 2019, quoi. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, il n'y a pas beaucoup. On a 2009, la première année où il y avait 2 courses, quoi. Mais D'accord. après, c'est vrai que quand ça s'est relancé et tout, C'est un c'est peu tombé dans l'oubli, quoi. un petit peu compliqué de retrouver les résultats. Mais en tout cas, dans les participations, il y avait Peter Cox qui a participé avec sa fille Stéphane Ok. Cox. Il y a Mario Van Bollen et Friedrich Van Bollen qui avaient participé aussi. On a la famille Roda D'accord. avec Giorgio Roda, qui d'ailleurs est en LMP2 cette année, et Andrea Roda, qui a été champion en 2016-2017. Donc si Giorgio est champion cette année, on ne sait pas, hein, il est avec Une nouvelle famille, du coup. United, ça serait une nouvelle famille. Et j'ai été surpris de voir que Gianluca, le papa, lui n'a jamais roulé en Asian Le Mans Series. Donc, D'accord. intéressant de noter que voilà, Andrea Roda, on l'a peut-être oublié, mais c'est bien le frère de Giorgio Roda, donc la famille italienne qui est là. On a la famille Robertson également, David et Andrea qui ont roulé. Et par contre, pas de famille Reed. Christian Reed, vous allez pouvoir nous corriger, mais n'a pas roulé en Asian Le Mans Series, alors que ses fils, justement, peuvent rouler, quoi, voilà. Et Donc peut-être c'était une possibilité par la suite. exactement. Bon, Ce serait beau. c'était la réponse. En tout cas, on a Ok, eu fort bien. Hugo qui a évoqué 2 familles. Alors, malheureusement, non, c'est faux. Famille Reed et famille Felbermayer. C'était bien tenté. Mais ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas été champions. Panos a bien dit, hein, la top question, c'était pas facile. Il pensait aux frères Lahaye, mais je pense que JB n'a jamais gagné en Asian. On pouvait compter Marie-Alice, la femme de Mathieu Lahaye, qui elle a participé en tant qu'ingénieur. Ok. Donc voilà, ça fait partie Génial. des familles aussi, donc c'est sympa. Il a bien cherché Panos. Les frères Bamber, mais je crois que Earl n'a jamais gagné en Asian ou même jamais trop participé. Voilà, donc à voir aussi. Et donc il a cherché longtemps et il a eu la bonne réponse. Donc 3 familles ou fratries. Il a évoqué la famille Bell, famille Rennauer et famille Simonsen. Il a même complété ce que j'ai évoqué, puisque les frères Bell se sont imposés aussi en course à Fuji, aux 2 heures de Fuji, aux 3 heures de Sepang en 2015-2016. Ok. C'était en GT pour Rob Bell. Et Matt Bell a gagné en LMP3 aux 4 heures de Fuji en 2018-19 et donc a gagné une course, même 2 d'ailleurs, à Dubaï, l'année de son titre en 2022.
Et puis les frères Rauenauer ont gagné ensemble toujours, puisqu'ils ont toujours roulé ensemble. Et les frères Simonsen ont donc réussi à s'imposer en 2009 pour Alan. Et en 2018-2019, Benny a gagné à Shanghai avec la Porsche de l'équipe Modena Motorsport. Donc voilà, bravo à Panos, parce que ça a été la bonne réponse effectivement qu'on attendait. Il a même voulu chercher des cousins, etc. Mais bon, là, ça devenait un petit peu compliqué. Bravo à lui, bravo à lui. Mais voilà, bravo. Fabien a eu aucune idée, mais a dit voilà, 9 familles peut-être. Non, c'était un peu trop. 3, j'en attendais. Et FN6 qui a hâte de participer au tirage au sort pour la Spiker, parce qu'on est sur la Road to 1000. Oui, Road to 1000. Donc on espère avoir 1000 abonnés pour l'instant, évidemment, sur YouTube. On a aussi nos auditeurs sur les plateformes, ça marche très bien aussi, et merci à vous. Donc voilà, c'est vrai que toi, c'est quelque chose que tu connais. Voilà, de pouvoir faire un peu la promotion et tout. C'est pas simple hein, quand même sur les réseaux, mine de rien. Ah, c'est le jeu, hein, c'est de pouvoir se démocratiser évidemment, mais ce qui est beau, c'est que vous avez déjà une audience qui est fidèle, donc merci à tous les auditeurs d'Endurance Club qui nous écoutent. Et c'est ça qui est beau, c'est évidemment de partager. Je vous souhaite d'avoir une audience beaucoup plus développée et importante, mais ce qui compte, c'est d'avoir une audience qui vous est fidèle et qui apprécie, et ça vaut toutes les stats. Évidemment que ça peut débloquer des partenaires et ce genre de choses, mais ce qui compte, c'est avant tout de se faire plaisir, et si vous avez des auditeurs qui, eux, prennent du plaisir déjà à écouter, c'est déjà de l'or en barre. Donc voilà, on en profite pour remercier tous les auditeurs d'Endurance Club sur YouTube comme sur les plateformes d'écoute. Je suis entièrement d'accord et je suis content. Donc voilà, il y a Goodstone aussi qui serait content d'entendre un épisode sur la Lister Storm parce qu'on l'a évoqué. On en fera. Dave Murray également qui espère toujours nous croiser à Rétromobile. Et ben oui, on va se retrouver à Rétromobile, effectivement. On y sera avec Geoffroy, donc les mercredis, jeudis de la dernière semaine de janvier à Paris. Panos qui veut aussi cet épisode sur la Lister, et Rogaral qui était super content de retrouver voilà ce nom Lister, et qui réévoquait sans le savoir le jeu sur Dreamcast du Mans. Incroyable. Et qui dit ah tiens, c'est un marronnier, on n'aura jamais d'autre épisode. Il est là, voilà, on l'a fait. Ça y est, c'est fait. Cet épisode Rogaral, incroyable. La case est cochée. Elle est cochée, effectivement. Hugo qui est toujours là, le hangar, Adam, enfin bon bref, vous êtes nombreux, Bruno également, Hakim. C'est top de vous avoir et de compter sur votre présence. Donc voilà, encore une fois, c'est un plaisir. Puis Guillaume aussi, toujours des petits mots très sympathiques. Donc très heureux de pouvoir compter, comme tu le disais, sur une communauté assez impressionnante de régularité et de fidélité. Voilà, donc on a nos auditeurs, on a nos clubistes, ou je sais pas comment on dit, nos membres du club, de l'Endurance Club. Voilà, vous savez évidemment que c'est toutes les semaines qu'on se retrouve. Alors nous, contrairement à toi, on n'a pas de date précise, on sait pas si c'est le lundi, le mardi, le mercredi. Mais on sait que c'est toutes les semaines. On sait toutes les semaines, ça c'est sûr. Et c'est ça qui compte. Et quand on active la cloche et qu'on s'abonne sur YouTube, qu'on s'abonne sur les plateformes, qu'on met des petites étoiles, etc., bah on est normalement prévenu. Voilà. On sait qu'il y a un nouvel épisode d'Endurance Club qui sort, évidemment. Voilà un petit peu l'idée. Bon, il y a une top question quand même pour la semaine prochaine, bien évidemment. Dis-nous tout. Parce qu'on va parler de Daytona la semaine prochaine, puisqu'on fera la preview avec Geoffroy. Et on s'est posé la question, alors je te demande pas la réponse tout de suite, hein, mais on voulait savoir combien de pilotes français étaient engagés donc au Roar 2024. 24. T'es resté Roar 2 ans en arrière. Roar 24. 24 heures de Daytona, évidemment. Et est-ce que tu as une idée? Alors, tu peux donner un ordre d'idée, et puis on verra la semaine prochaine si tu étais pas loin du compte. C'est dur, hein? C'est dur parce qu'il y a à la fois, parce qu'en plus l'Aurore, si je me trompe pas, il y a déjà les LMP2 et les GT. Ouais, tout à fait, t'as tout. T'as tout, et les hypercars aussi, donc je tablerais sur, je sais pas, je dirais une bonne quinzaine minimum. Ok, c'est entendu. Je ne donnerai pas mon chiffre, mais la réponse, comme disait Geoffroy, est sur Endurance Mag, donc n'hésitez pas à aller retrouver justement tout ça. Faudra fouiller un petit peu. Bien sûr. Bon, les plus assidus, je sais que Panos va avoir la réponse. Si je suis dans un échec complet, voilà, vous pourrez dire que je veux suivre justement beaucoup plus l'IMSA, etc. Et j'avais suivi déjà l'année dernière les 24 heures de Daytona avec toi. Donc c'est vrai que je n'ai pas encore ta capacité à retenir l'entièreté des pilotes et leur palmarès, parce que ça c'est vraiment, tu m'impressionnes Anthony Drevet. Mais c'est mon métier. Évidemment, mais même c'est quelque chose qui reste impressionnant, et tu peux nous ressortir le palmarès d'un pilote jusqu'à la Megan Trophy dans les années 80. Ah bah oui. Donc bravo pour ça, mes respects. Vraiment, c'est là je ne peux que
qu'applaudir parce que je n'ai pas cette capacité-là. Bon, c'est gentil comme tout en tout cas. Et Daytona, je l'ai pas dit dans C'est quoi ton actu, mais je serai aussi aux commentaires sur Automoto la chaîne. Heureusement, ils me font encore confiance, je suis trop content. Donc voilà. Génial, ça incroyable. fait un beau rendez-vous au mois de janvier. C'est top. Je vais peut-être faire un peu de nuit d'ailleurs, tiens, donc comme ça au moins, voilà, on va se retrouver, on va faire des petits échanges, peut-être sur X ou je sais pas. Ok. Voilà. J'essaye en tout cas, je sais que c'est moins mis en valeur maintenant par la chaîne, je sais pas pour quelle raison, mais comme j'aime bien l'interaction, que ce soit sur Twitch quand je streamais à l'époque et où je vais me remettre à streamer, il faut que je retrouve voilà, l'installation nécessaire. Bien sûr. Mais en tout cas, j'aime bien cette interaction avec les auditeurs, avec les membres du club et avec tous les passionnés. Donc, on sera là pour écouter ça avec grand plaisir. Bon, bah top. Bah voilà, en tout cas, la top question a été posée. Je te remercie grandement, Vince. Mais merci à vous pour l'invitation, à tous les deux, à toi et à Geoffroy, c'était génial. Merci à vous. On l'a évoqué il y a quelques semaines, justement parce que Rogaral, parce que Vincent en parlait aussi. Et je me suis dit, bah ouais, tiens, faut qu'on parle de jeux vidéo, mais faut qu'on ait quelqu'un qui s'y connaisse. Et voilà, t'as tout de suite. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi et c'était un vrai plaisir de partager ce moment-là avec vous deux. Bon, et ben bon courage pour tous tes streams. Merci beaucoup. Et puis en tout cas plein de belles choses. Donc on te retrouve sur Twitch, on te retrouve sur YouTube. Évidemment, sur Instagram, TikTok également, Facebook aussi. Donc voilà, sur à peu près toutes les plateformes de réseaux sociaux. Et puis et Twitch étant la plateforme principale évidemment. Bien sûr. Avec une année d'endurance, je l'espère évidemment en sim racing à nouveau par la suite. Donc voilà. Partager encore plus de passion à encore plus de néophytes et de passionnés. Bon, en tout cas, tu fais partie de notre club, tu le sais, et tu peux avec donc grand plaisir. Voilà, n'hésite pas à échanger avec nous, etc. Comme on le fait en vrai, mais voilà, à travers l'endurance. Évidemment, ce sera avec joie. Et merci à vous pour le travail que vous faites et pour la passion que vous partagez. C'est beau. Et merci à merci à vous pour cette invitation dans Endurance Club. C'était avec grand plaisir. Et bah c'est top. On se recroisera pour ceux qui seront en tout cas à Rétromobile. Et puis pour les autres, on se retrouve la semaine prochaine évidemment pour parler donc de l'IMSA, ça y est, ça se relance avec la présentation des 24 heures de Daytona. Et puis ensuite, on aura le retour sur l'épreuve, évidemment, des 24 heures. Puis ensuite, on parlera d'Asian Le Mans Series, plein d'épisodes spéciaux. Bref, on a plein d'idées pour 2026. On espère même en filmer quelques-uns des épisodes. Peut-être pas tous, mais on va essayer de voir avec Geoffroy et peut-être ton aide, Vince. Avec grand plaisir. Et donc on se retrouve la semaine prochaine. Merci, vous savez que pour faire partie du club, évidemment, c'est ici, c'est l'Endurance Club sur les plateformes, sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Road to 1000 pour gagner cette Spiker et peut-être plein d'autres choses. Je profite que Geoffroy soit pas là, comme ça je mets des messages. Donc après, quand on sera à 5000, à 10 000, à 20 000, à 100 millions, voilà, c'est une évolution non-stop. Évidemment. Mais voilà, en tout cas, on compte sur vous et on est très heureux de vous avoir. Merci, très bonne semaine à toutes et tous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'IMSA après avoir évoqué les jeux vidéo. Ciao, ciao. Ciao.